sur ce que vous entendez ici comme ailleurs. Bonne écoute, bonne réflexion. Bienvenue dans la zone. OVNI, phénomènes inexpliqués, témoignages, lumières étranges ou observations. Zone parallèle, lien vers l'inconnu. Visitez notre site web à l'adresse www.zoneparallèle.com. Et voici Carole Lauzet. Bon samedi à vous tous et toutes et bienvenue dans la zone parallèle. Bonjour Steve qui est en studio avec nous. Allô, comment ça va? Comment ça va toi? Ça va bien, la semaine dans le corps, comme on dit, puis tu es un petit peu magané, mais tu sais, c'est la job physique que j'ai à faire, puis pour le reste, ben ça va numéro 1. Continue en évolution, comme on dit. Oui, mais plusieurs ne savent pas encore, parce que j'ai dû le dire encore cette semaine à 2 personnes. On travaille à temps plein en plus de l'émission. Oui, non, c'est ça. Les gens, ils pensent qu'on est ici à la station tout le temps. Non, ici, c'est une fois par semaine. Le reste du travail, on le fait chez nous en soirée quand on a le temps, en revenant de notre travail à temps plein. Exact. Donc, c'est ça. C'est la préparation, c'est sûr. Juste pour ressouligner, on est une station, on est une OBNL. Dans le fond, on appartient au public, ça appartient à leurs membres, puis les artisans. Donc, on n'est pas payé pour faire ça. On est là de passion, tout simplement. C'est la différence un peu entre une radio privée et le genre de radio qu'on a. C'est ce qui nous permet justement de pouvoir avoir ce genre de sujet-là, la nature de l'émission qu'on a. Je suis pas sûr que du côté privé, on sera en mesure de le faire de la même façon qu'on le fait présentement à la station. Effectivement. Fait que on salue la station, on salue notre boss Guillaume. Oui. Puis Colin, on est encore là depuis Colin. Bientôt, on entend notre 7e année, en fait. Bon, fait que ça fait 7 ans qu'on parle de ces sujets-là sans trop se faire écœurer de quoi qu'on parle. Tu sais. Non, puis c'est de plus en plus, je te dirais, aimé, apprécié. Et plus ça va, plus il y a des auditeurs à chaque semaine qui s'ajoutent. Puis là, ça monte. Bien sûr. Mais je pensais pas que les sujets inexpliqués, tout ce qui est dans ce style-là, ça avait autant d'intérêt, mais souvent caché pour certains parce qu'il y en a qui nous écoutent à cachette. Mais d'autres, tu sais, je me dis, crème, c'est l'ouverture. Il y en a qui surveillent ce qu'on dit aussi. Là. Ben aussi. On a sûrement des petits, des trolls qui nous écoutent juste pour nous rebaver après. C'est possible. Il y en a partout de ça. C'est comme des champignons, ça pousse dans l'arbre, ces affaires-là. Excusez, ça a sorti tout seul. On fait nos complologues, tu sais, on va plus loin et au-delà des apparences et de l'illusion qu'on se fait de la réalité. Ouais. Puis, tu sais, des programmations et de la nature de société qu'on nous pousse, c'est un certain ordre qu'on a à suivre. Mais au-delà de cet ordre-là, il y a des mécanismes, c'est ces choses-là qui nous sont pas mal occultées, puis on commence à relever certaines choses qui nous permettent de comprendre un peu plus dans quelle réalité on vit puis qu'est-ce qu'on est vraiment. Puis on découvre de plus en plus de trucs. Ben oui. Que tu te dis, voyons, ça a toujours été là, comment ça se fait, je le vois là. Ben, c'est la prise de conscience personnelle. Oui, le voile se lève pour bien du monde, puis ça, je suis contente. Tu sais, l'évolution n'est pas pour une humanité entière. L'évolution est pour quelques individus. Tôt ou tard, l'humanité va avancer, va faire les pas, mais tu as toujours des défricheurs un peu de chemin qui vont permettre, dans le fond, d'ouvrir la voie à ceux-là qui vont suivre. Exact. Donc, ça fait déjà plusieurs années qu'il y a des précurseurs dans toute religion, dans toute mentalité, dans toute culture. Donc, on fait juste poursuivre le chemin déjà entamé, mais on va encore beaucoup plus loin, puis c'est le temps d'avancer un petit peu. Là. On stagne dans un système, puis dans un ordre à laquelle ça ne nous tente pas nécessairement de passer par le chaos, mais il est temps d'établir un nouvel ordre. Et c'est ça, puis c'est drôle parce que l'invité qu'on a aujourd'hui, c'est très particulier. Je te dis, je fais le lien, OK? Tu as le livre de Rancia avec toi, tu as tout épluché un peu dans ces phénomènes-là de anciennes écrits,
ou des cris cachés qui n'ont pas été Oh rendus publics, disons-le. Mais notre invité aujourd'hui, c'est ça, son job. Fait que Jeff Benoît, qui a son émission tout de suite après, il va peut-être être content de savoir. Ben, justement, c'est Jeff, je vais ouvrir ton micro. Salut, Jeff. Hey! Ça va bien? Ben oui, toi? Oui. Ton émission, tantôt, tu vas parler de paranormal, de fantômes et de choses, des entités qui nous entourent. Oui. Mais tu vas aimer notre invité. Je te jure que tu vas l'aimer. Moi, c'est quand je suis tombée dessus, on me l'a envoyé. C'est Dominique Picotte qui m'a envoyé le lien. Il dit, tu devrais recevoir ce gars-là. Il est vraiment super intéressant. Va voir. Puis il m'a envoyé des liens. Je me suis mis à voir des liens de lui. Puis je fais, my God! Quelle belle révélation de voir. Ben, écoute, je suis bien content qu'on découvre d'autres personnes dans le domaine et puis ça ramène une certaine exploration dans le phénomène de tous les affaires étranges. Et puis ça, mais depuis que je fais ça publiquement, j'ai découvert tellement une richesse. Moi, je trouve ça comme un diamant dans la grotte. Tu comprends? Ben, tu vas encore plus découvrir aujourd'hui après ce qu'on va dire, après ce qu'il va nous révéler dans l'émission, tu vas encore plus triper. Plus que ça, là, c'est gros, ça, là. Oui, plus. Puis, je vais lire un peu, vite fait, ce qu'il m'a envoyé parce que je lui ai demandé, envoie-moi quelque chose qui t'a décrit en tout. Puis pour que les gens aient une bonne idée de qui tu es. Donc, c'est Cyril. Cyril, c'est notre invité aujourd'hui qui a créé la page, justement, l'Arche du savoir. Et donc, Cyril est un intervenant passionné par les mystères des écrits anciens et d'origine de la création. Hey, c'est pas n'importe quoi. Ça part du début. À travers ses recherches, il revisite ses textes et s'affranchisse des dogmes et des courants traditionnels. Son approche résolument à contre-courant de ce que l'on peut généralement trouver sur sa toile. Donc, il offre une lecture innovante et accessible des récits fondateurs. Je ne vais juste pas le lire tout croche, là. Ces démarches uniques permettent d'explorer les histoires avec les perspectives modernes tout en restant fidèle aux vérités cachées qu'elle renferme. Vous pouvez le retrouver sur son site L'Arche du Savoir, ainsi que sur les chaînes Ahmed Sin et Nurea TV qui, j'ai justement vu encore en replay, en reprise, une émission qui a été avec Nora sur Nurea TV. Donc, ça a été fort, fort intéressant de le réécouter parce que je me suis dit, il y a peut-être des bouts que, tu sais, qu'on échappe à tout qu'est-ce qui pourrait... on va l'ajouter. On va ajouter, je te laisse le faire. Ben, pendant que tu comptes dessus, je suis très hâte de l'écouter. Là. Ben oui, tu vas aimer ça. Il est en ondes présentement. Salut! Comment vas-tu? Ben, ça va, merci de m'accueillir en tout cas. Très content. Alors, j'ai passé un pari avec ma communauté, c'est que je vais essayer de pogner l'accent avec vous autres. Oui, il faut dire, je spécifie, Cyril a habité au Québec pendant près de 10 ans. Il a été connu pour quelque chose que vous ignorez de lui. J'ai vraiment essayé de transformer en MP3 le fichier que tu m'as envoyé. J'ai même pas été capable parce que c'est sur la chaîne YouTube. Mais je vais me gâter. Je vais quand même faire écouter aux auditeurs tantôt le lien de la vidéo. Mais je vais passer par mon téléphone que je vais coller sur mon micro. C'est mieux que rien. C'est mieux qu'un coup de pied dans le derrière parce que honnêtement, c'est surprenant de voir ce que tu as fait dans la vie. Ben tiens, je peux bien en mettre un extrait là. Aïe. Ça, là, tu vois, j'ai collé mon cellulaire sur mon micro parce que c'est la seule façon que j'ai pu le faire parce que j'ai pas eu le temps d'aller le chercher via le StreamYard. Mais en même temps, je me dis, crème, si je fais ça, ben, ça, là, parce que ça a passé à Musique Plus, là. Oui. T'as été connu, en fait,
Connu. T'as Un été bien grand connu, mot. ben, t'as été connu dans le monde musical d'abord. C'est ça. Oh, Puis- c'est lui qui chante, là. Oui, oui. Ah, mais là, je t'apprête à faire du beatbox en même temps. C'était bon. C'est du Ben, mieux. All Il y a right. lui, ils sont 3 personnes qui chantent là-dessus, mais on voit Sabinette que je te reconnais presque pas parce que Ben ouais, j'ai t'as pas vieilli. la barbe. Ouais, C'est j'avais ça. pas la barbe, du poids en moins, puis c'est ça. Non, mais C'est ça. disons qu'à l'époque, oui, on était signé sur un label québécois qui s'appelait High Life Music, un label de hip-hop. Et Ouais. donc, voilà, on est venu à Montréal enregistrer notre vidéo, notre album et tout. C'était, voilà, moi, c'est comme ça que j'ai rencontré Montréal la première fois. Enfin, pas vraiment la première fois, parce que j'ai fait des études, j'ai joué au football américain au Carabin. Donc, j'ai une histoire avec Montréal quand même pendant très longtemps. Puis, comme tu le sais, j'ai travaillé à Bell Mobilité Ouais. pendant près de 5-6 ans. Donc, voilà, il y a des choses qui ont fait que je suis rentré en France. Et me voilà aujourd'hui d'ici, mais j'aurais pu très bien faire cette émission du Québec directement. Ouais. Ben, c'est extraordinaire à quel point de voir qu'on ne connaît pas la personne qu'on invite, qu'on ne s'imagine même pas dans quoi tu as trempé avant. Puis, et dans le fond, tu as été dans le monde du hip-hop en même temps. Ouais. Mais tu m'as dit de quoi hier, puis j'ai fait comme, ah ben, à propos de ça. Mais c'était quoi les années que tu étais dans la scène? Ben, tu sais, il y avait encore Musique Plus, tu vois, donc c'était 2003, il me semble, ouais, 2002, 2003. Ah ouais, les vieux bons temps, ça. Moi, je me souviens, je passais devant Musique Plus et puis l'hip-hop, la scène hip-hop était vraiment bon dans ce temps-là. Ah, ouais, il y avait un autre groupe aussi, Domatic, il y avait aussi d'autres Shades of Color. C'était vraiment beau, une belle époque à Montréal de hip-hop. Dans notre label, il y avait Dramatique à l'époque. Ouais, c'est le fond bébé, c'est le fond de Montréal. C'est ça. Excuse-moi, c'était plus fort. Et puis, j'étais très ami avec Bougat, peut-être qu'il doit être encore là, Bougat. Et donc, voilà, on rigolait bien, c'était une belle époque. Bon, ben voilà, les choses ont fait que maintenant, je suis trop vieux pour chanter du R&B pour les demoiselles, donc je fais autre chose. Question quiz comme ça, Cyril, juste pour foutre un petit peu la merde, parce que c'est un petit peu ma job. Vu que tu as été dans la scène musicale au niveau du hip-hop, ouais. T'as-tu une opinion ou as-tu envie de dire quoi que ce soit au sujet d'un certain Didi qui s'est fait arrêter pour quelques trucs? Wow. Je ne sais pas si les gens sont au courant de quoi que je parle. Ouais. Du côté anglophone, ça sort beaucoup. Mais du côté francophone, ben, vu que je ne suis pas trop le hip-hop, ben, je ne sais pas si c'est des choses qui ont été parlées ou comment que ça fait comme commotion. Je vois juste passer certaines choses que je n'ai pas pu vérifier par moi-même. Mais ça a l'air que ça brasse la cabane. Ben, disons que, enfin, moi, vu de la France, c'est vrai que, bon, moi, j'ai un regard très américanisé sur tout ce qui est hip-hop, R&B. C'est vrai que ce qui se fait en francophone, en français, bon, voilà, même si moi, je chantais en français à l'époque, c'est pas un souci. Disons que moi, déjà, j'ai un regard sur l'industrie de la musique américaine ou voire l'industrie de la musique en général, parce que je pense que ça arrive en France aussi, sans avoir un œil complotiste. Moi qui fais du décodage symbologique, souvent sur tout ce qui va être les symboles, les logos, les différentes, tu vois, qu'un clip va te raconter ou un film va te raconter. J'ai fait énormément de décodage de films, de décodage de musique, de clips et tout, parce que bon, mais les choses que j'ai étudiées me permettent de voir des choses que peut-être d'autres personnes ne verraient pas. Et disons que j'ai envie de dire que l'industrie du hip-hop américaine, elle a basculé quand on voit certaines symbologies qui sont traduites et transmises par des gars comme Jay-Z, comme Beyoncé. Je suis pas étonné de voir que des pontes du hip-hop américain finissent à rentrer dans quelque chose de très déviant, voire quasi satanique, avec des pratiques qui sont à la limite, si tu veux, Là, on est vraiment que les gens ne se cachent plus, les choses commencent à sortir. Tu disais très justement, Steve, tout à l'heure, en préambule, qu'effectivement, les gens commencent à s'ouvrir à ce genre d'infos, peut-être des choses qu'on ne voyait pas il y a une dizaine d'années ou une quinzaine d'années. Les gens vont sur Internet, ils commencent à s'intéresser à
à tel courant, telles idéologies, telle doctrine, et à partir de là, ils sont capables de voir qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Et puis, quand on a vu, bon, il y a eu l'affaire Einstein qui a aussi mis le doigt sur toutes ces choses-là. Il y a vraiment une partie de l'industrie, de l'entertainment en général, c'est pas que la musique, qui est dirigée par des gens qui fonctionnent avec ce qu'on peut appeler les forces de l'occulte. Donc, à partir du moment où on est capable d'analyser, de décoder ces choses-là, ben, finalement, on n'est plus vraiment surpris. Les gens qui sont plus surpris, c'est les gens qui, à l'époque, nous disaient « Hey, vous êtes des fous à penser qu'il y a des complots, qu'il y a de l'occultisme partout, qu'il y a du satanisme partout. » Il n'y a qu'à regarder, nous, en France, l'ouverture des JO. Quand tu vois la symbologie qu'il y a dans l'ouverture des JO, c'est pour quelqu'un comme moi qui a l'habitude de voir ces choses-là et qui justement a un cerveau qui est câblé pour voir ces choses-là, et que je vois les gens, ils font « Oh, c'est merveilleux, c'est magnifique. » Non, c'est pas magnifique, là. Ça c'est pédocriminel, frère. Donc, tu vois, il faut qu'à un moment donné, les gens ouvrent les yeux, et je pense que les gens ouvrent de plus en plus les yeux aussi, parce que les gens qui sont à la tête de ces, on va dire, de ces courants occultes ne se cachent plus. C'est-à-dire qu'on est arrivé à un tel niveau d'abêtisation de la société que les gens sont tellement bêtes qu'ils voient ça comme de l'art ou ils voient ça comme je ne sais pas quoi, alors que comme je dis souvent, nous, par exemple, en France, on prône la laïcité, mais je dis la laïcité, c'est pas on a mis les religions de côté, c'est qu'on a mis les religions de côté pour mettre en place une religion qui ne dit pas son nom et qui a des symboles très précis, et que lorsque tu n'es pas initié à ces symboles-là, tu ne le vois pas. En revanche, dans ta vie de tous les jours, tu commences à voir les conséquences de ce genre de dérive, quoi. J'aimerais surenchérir sur ce que tu as dit. En fait, ils ne se sont jamais cachés. C'est juste nous qui commençons à ouvrir de plus en plus les yeux et commencent à faire de plus en plus de liens, même si on n'a pas la totalité de l'information. Mais ce qu'on a aujourd'hui, c'est la certitude qu'on se fait fourrer. Mais c'est content de savoir son fond de pensée là-dessus. Ben oui, c'est sûr. C'est pour ça que je voulais en venir à ça. Je suis contente qu'il pose la question. C'est sûr que je veux que c'est de l'information, je veux que ça sorte en français parce que il y en a des multitudes et des multitudes de liens en anglais, mais en français. Tu sais, je peux extensionner ça. Jeff, pourquoi tu t'es envenu à faire une émission en français? Parce que ça manque. Il y a une manque puis un besoin dans le monde franco. Et puis, c'est quelque part, je sais pas, les gens sont pas trop au courant de qu'est-ce qui se passe. Puis là, qu'est-ce qui est drôle, c'est que les gens disent « Hein? Mais je savais pas. Ça fait combien de temps? » C'est parce que ça fait longtemps. Très longtemps, oui. Hey, on peut reculer. Exact. Tu sais, Epstein, c'est même pas la pointe du iceberg, là, parce que ça date de bien avant. Puis juste pour comprendre, pour que les gens suivent un peu l'histoire, ben Epstein, il a commencé à Montréal, sa carrière. Ah, tu vois, ça, je le savais même pas. Donc, tu sais, on en a entendu parler. Si vous êtes capable de vous rappeler un peu de ce qui s'est passé sur la scène publique de l'actualité dans la province de Québec, ben vous allez peut-être faire des liens avec certaines enquêtes qui ont été révélées publiques, comme l'enquête Scorpion, des choses comme ça. Ouais. Mais tu sais, c'est des affaires tellement grosses que c'est pas un corps policier municipal qui va parvenir à passer à travers une machine qui est bien rodée, qui a plus d'une 50aine d'années et qui est menée par des gens qui sont très, très bien placés, qui au bout de la ligne, ben, c'est eux autres qui te versent ton chèque de paye. Ouais. Ouais. Fait que, tu sais, ça, c'est au Canada, mais tu sais, c'est parce que c'est répandu en Amérique, c'est répandu un peu partout dans le monde. C'est ce que Cyril parlait de l'occulte, ben, ce sont des vieilles religions qui ont su se rendre discrètes ou se dissimuler à travers d'autres religions pour créer des branches un peu plus fanatisées ou des branches un petit peu plus hermétique pour maintenir un certain décorum, un certain savoir occulte que les autres n'ont pas accès. Parce qu'il y a bien des choses qu'on voit, bien des symboles qu'on voit, mais on n'en comprend pas nécessairement le sens réel, parce que bien de ces symboles-là, c'est des symboles qui ont été inversés. Ben, tu vois,
Mais tu vois, et je sais que Cyril, corrige-moi si je me trompe, je sais que je me trompe pas parce que tu me l'as confirmé. Tu as étudié en théologie, puis c'est pas pour venir Ouais. curé, là. Non, mais c'est ce que dit Steve, c'est très juste et ça fait plaisir. Ben, c'est peut-être parce que je suis avec des Québécois que c'est vrai que outre-Atlantique, c'est quelque chose qui est évident, mais qui a du mal à s'instaurer, nous, ici, dans la vieille Europe. C'est que effectivement, il y a eu une assimilation de ces courants-là à l'intérieur même de la religion catholique. C'est ça que c'est, en fait. On ne se rend pas compte qu'à partir entre le 2e et le 4e siècle, il y a un courant qui est en train de monter tout doucement et qui aujourd'hui, on va dire, c'est ce courant-là qui est la pensée spirituelle dominante, que ce soit sur Internet ou dans le monde. Il y a un courant qui s'appelle le gnosticisme qui apparaît. C'est le courant qui va, si tu veux, qui va même inspirer des confréries comme la Société de Thulé qui seront à la base de la partie SS de Hitler. Donc, on voit que c'est des gens qui ont un agenda bien spécifique avec des gens très importants et qui sont, voilà, et qui ont réussi à s'immiscer dans le détournement même des écrits, parce que ne serait-ce que ce qu'on appelle la Bible Vulgate, par exemple, la Bible traduite, ou même la version de King James, le KJV, la version de la Bible classique, il y a un détournement de la traduction, puisque déjà, quand tu vois ce que tu perds en termes d'information, quand tu transformes les lettres hébraïques ou en araméen, que tu les transformes en latin ou en grec, ou encore le grec ça va, mais que tu les transformes dans le langage anglais ou français, tu as une perte de 80% de l'information. Et c'est là que les religions... Ah oui, c'est 80%. Moi, je te prends une Bible en hébreu. Non, il a raison. Non. Je te fais un décodage. On est plus dans l'ufologie que dans les péplums de Cécile B2000. Là. Tu vois, c'est rendu... On est dans quelque chose qui est... Non, mais c'est important pour connaître nos origines aussi. Puis il y a beaucoup de gens qui se sont enfournés là-dedans pour détourner le sens des mots, pour détourner et créer des religions de contrôle. Et dans ces religions de contrôle, ils ont émissé de façon insidieuse leur doctrine à eux, leur idéologie à eux, qui est basée sur l'autre, on va dire, polarité de toutes ces choses-là, qui est tout simplement le luciférisme. Donc, quand tu arrives à décoder justement, que tu sais lire les textes en version originelle, comme moi j'ai eu la chance de les étudier, c'est qu'à un moment donné, il y a quelque chose qui ne cliquait pas. Je commence à regarder les tablettes sumériennes, je commence à regarder la Bible, j'ai dit, OK, en fait, il y a des incohérences, il y a des choses qui sont communes, puis il y a des choses qui dévient complètement. Et souvent, tu te dis, mais moi, j'en ai marre d'écouter les interprétations des curés, l'interprétation du spécialiste, j'ai envie d'avoir mon interprétation, être capable de lire moi-même ces affaires-là, puis de faire mon propre avis. Et là, j'ai découvert un autre monde. J'ai découvert la réalité, elle a changé du tout au tout, parce que du coup, j'ai réussi à faire coïncider tout, parce que si tu regardes bien les gens qui vont étudier les tablettes sumériennes, ils vont être en opposition avec les gens qui étudient la Torah ou la Bible, parce que ils vont faire une guéguerre de chapelle, c'est moi qui ai la vérité, c'est moi qui ceci, c'est moi qui cela. Mais quand tu regardes... Oui, pardon. Si vous me permettez de souligner un petit quelque chose, je pense que c'est la même chose que Carole voulait souligner. Tu sais, nous, ici, à Zone Parallèle, là, on a la chance de recevoir un traducteur qui s'appelle Louis Galador, qui a déjà produit pas mal d'ouvrages sur la traduction réelle des tablettes, de ce qui a été découvert jusqu'à maintenant, puis ça représente peut-être 5 à 10% de ce qui a été découvert. Ils n'ont pas eu le temps encore de tout traduire. Mais tabarouette, juste avec le petit bout qui nous ramène comme information, ben Zacharias Sitchin, il peut aller s'en aller dans les poubelles, là. Ça donne quasiment l'impression que il a joué un rôle de double jeu pour nous maintenir dans une rhétorique et nous éloigner de la vérité de ce qui était contenu au niveau des tablettes. Mais quand tu regardes l'interprétation, en fait, il y a ce qui est écrit, il y a comment tu l'interprètes. Tu vois ce que je veux dire? Oui. À partir du moment où tu biaises ton interprétation par une idéologie, tu vois, par exemple, quand tu prends l'idéologie gnostique, on t'explique que le Dieu des Hébreux, c'est le méchant, que en fait, le gentil, c'est Enki parce qu'il a donné la connaissance aux hommes, il a fait ci, il a fait ça. Puis en fait, tu te rends compte que tu es déjà dans l'interprétation, dans une guerre idéologique entre le gnosticisme et le biblique. Alors que quand tu sais lire les textes, et surtout que tu as les versions complètes, parce que je te donne un exemple, dans la Vulgate, par exemple, biblique, les Hébreux, déjà, par réflexe religieux, par canonisation religieuse, il y a des rouleaux qu'ils ont virés. Et il y a un livre qui est hyper important dans la Bible, si tu le sors de la Bible, plus rien ne fait de sens.
À la seconde où tu le réintègres dans la Bible, tout d'un coup, justement, l'histoire des Sumériens et l'histoire biblique, elles coïncident. Et ce livre, c'est le livre d'Enoch. D'accord? Yeah, exact. Je savais qu'il disait ça. Si tu n'as pas le livre d'Enoch, et attention, parce que ça va plus loin, tu as d'autres écrits qui vont te permettre à l'alphabet de Ben Sira, qui va t'expliquer, par exemple, ce qui se passe dans la Bible en Genèse 1. Il y a un truc et les gens se sont jamais posé la question, puis moi, ça m'a frappé tout de suite. Et moi, comme je suis toujours en rébellion avec les religions, c'est que la personne du grand rabbinat de Montréal, attention, qui m'a appris ces choses-là, qui m'a montré les écrits, qui m'a appris l'hébreu, quand on arrive dans la Genèse, on voit que dans Genèse 1, les premiers mots, c'est Bereshit bara Elohim. Et Elohim, c'est traduit en français, et c'est traduit même par les Hébreux eux-mêmes, c'est traduit, le mot Elohim, il est traduit par Dieu au singulier, alors que c'est un mot au pluriel. D'accord? Donc déjà, à partir de là, moi, ça a tiqué. Ça a tiqué parce que je ne comprenais pas pourquoi plus loin, Elohim disait « Faisons l'homme à notre image et avec notre forme. » Faisons. Il parle de lui au pluriel aussi. Moi, je suis linguiste. À un moment donné, le pluriel de majesté, de révérence, il se fait à la deuxième personne. D'accord? Il ne se fait pas à la troisième personne ou à la première personne. C'est-à-dire que pendant des années, les Hébreux eux-mêmes, ils ont fait avaler à leurs suiveurs que c'était Dieu au singulier et que c'était un pluriel de majesté. C'était un pluriel parce que Dieu était multiple. OK. Mais pourquoi il dit faisons? Pourquoi à un moment donné... Hey, c'est un bon point pareil quand tu regardes ça. mais j'attendais qu'il disait ça parce que qu'est-ce qu'il dit là? C'est exactement le pièce qui manque. Ça a gelé, ton ordi a gelé, ou en tout cas ton. Ah oui. Non, je disais, ouais, dans Genèse, au 6e jour de Genèse 1, en fait, ce qui se passe, c'est que Dieu crée l'homme et la femme. OK. Au 7e jour, il se repose, tout va bien. Dans Genèse 2, à un moment donné, on se rend compte qu'après s'être reposé, Dieu, il crée Adam et Ève. Mais il ne vient pas de créer l'homme et la femme dans Genèse 1. Je ne comprends pas. Donc, en fait, pourquoi il crée Adam et Ève à ce moment-là? Sauf que si tu ne le lis pas en hébreu, tu ne vois pas la différence entre Elohim et le nouveau nom de Dieu qui apparaît en Genèse 2. Et ce nom, c'est un tétragramme qui est Yod He Vav He. Et Yod He Vav He Elohim, c'est lui qui crée Adam et Ève. Les Elohim du départ, je dis bien les Elohim du départ, d'accord? C'est ce qui va devenir dans le livre d'Enoch les anges déchus. C'est-à-dire que c'est des entités, donc pour les amoureux d'ufologie qui connaissent l'échelle de Kardashev, c'est des entités, c'est des civilisations de type 3, type 4, qui sont capables de terraformer des planètes et de créer des étoiles. D'accord? Ça, c'est quand tu fais le rapprochement entre l'ufologie et ce qui est écrit dans les écrits, ils ont créé les cieux et ils ont créé la terre. Mais c'est ils au pluriel. Et si tu n'as pas cette pluralité de Dieu, ben, tu ne comprends pas ce qu'on te raconte dans les tablettes sumériennes. Et quand tu lis le livre d'Enoch et qu'on t'explique que le démon Azazel a appris aux humains l'agriculture, la médecine, les armes, qui fait ça dans les tablettes sumériennes? C'est Enki. Et donc, tu peux faire le lien qui n'existe plus parce que juste tu as sorti le livre d'Enoch et que tu as tué la compréhension des gens, en fait. Donc, à partir de là ensuite, tu peux commencer à faire des liens. Et il y a d'autres écrits parce qu'il y a beaucoup de choses qu'on reproche à la religion chrétienne, c'est d'avoir volé énormément de choses des rouleaux de papyrus égyptiens. D'accord? C'est-à-dire que le Notre Père, il y a le Notre Père, il y a aussi le fait, prenez ceci. L'histoire d'Osiris et celui de Jésus. On retrouve des choses. Ce qu'il faut savoir, c'est que le Christ, pendant toute son enfance, il a étudié à l'école des mystères égyptienne. Donc, il ne s'est jamais attribué ces paroles-là. Il ne fait que réciter ce qu'il a appris. Et quand tu connais l'histoire un peu du peuple hébreu, de l'Égypte, de ce qu'on appelle les Shemsuor, les suiveurs d'Horus, c'est certainement eux qui ont écrit ces écrits. De toute façon, la manière dont ils sont écrits, ce n'est pas très humain. Je connais aucun humain qui écrit et qui, en même temps qu'il écrit, encode phonétiquement et numériquement des lettres pour que chaque mot que tu crées avec ces lettres ait une correspondance partout avec les autres mots qui veulent dire la même chose. Ça, je ne connais pas. Un être humain qui est capable d'écrire comme ça. Mais ces Shemsuor, en fait, c'est ces gens qui avaient cette connaissance, forcément, quand ils ont écrit, ils n'ont pas écrit par le prisme religieux, ils ont écrit pour que l'être humain puisse apprendre à décoder ça. D'accord? Et c'est vrai que, là, je vous ai juste donné une incohérence qui peut être perçue tout à l'heure quand je te disais, Carole, que quand on a traduit, on a perdu 80% de l'info. Si tu lis ça en français,
n'as pas toute l'info que je viens de te donner. Donc ça fait partie des pistes de travail. Moi, je n'ai pas la prétention d'avoir découvert la vérité. J'essaye juste d'avoir un regard différent que ce que nous apporte sur la toile ou un peu ailleurs, ou dans les religions. Et j'essaye de vous donner ma compréhension, c'est la mienne, parce qu'en réfléchissant de façon bête et méchante, on est capable de voir des choses et on est capable surtout de voir les couleuvres que les religieux et que les autres courants ont essayé de nous faire avaler. Et du coup, je me suis rendu compte aussi que pour décoder ces écrits, il fallait quand même des bases solides en astrophysique, en génétique et en neurosciences. On parle que ces trucs-là, ils ont été écrits, je ne sais pas il y a combien de milliers d'années. Et nous, on vient juste de découvrir la physique quantique. On vient juste de s'intéresser aux neurosciences. Donc, comment tu veux décoder ces livres-là si tu n'as pas les outils pour les décoder? Ça veut dire qu'on a vécu 2000 ans de religion qui se sont basés sur rien. C'est-à-dire sur les gens qui nous ont transmis l'information n'étaient pas compétents pour nous la transmettre. Et aujourd'hui, quand tu fais coïncider la physique quantique, encore une fois, l'astrophysique, la génétique, les neurosciences, et que tu regardes les informations à travers ces prismes-là, tu te dis, les gens qui ont écrit ça, ne serait-ce que le phénomène quantique d'holofractographie, on parle souvent que l'univers est holographique, ce système-là, il apparaît partout. C'est le système de filiation qui a vu le Fils, a vu le Père, ce qui est en haut et comme ce qui est en bas, ce qui est dans l'énergie potentielle et dans l'énergie cinétique. Donc, toutes ces choses-là, si tu n'as pas des connaissances de base en physique quantique, comment toi, curé du IIIe siècle, tu es capable de m'expliquer ce qui a marqué dans ces livres-là? Je peux-tu additionner? Écoute, qu'est-ce que tu dis là? Oh my God, ça résonne tellement bien dans ma monde à moi-même, là. Mais j'aimerais savoir votre pensée. Je vais dire quelque chose, qu'est-ce que moi je pense. Et j'aimerais avoir votre opinion. Et puis... Attends. Tu as une question à poser, en fait, à Cyril. Retiens-la. On va aller faire une courte pause parce qu'on est rendu à l'heure de la pause. Retiens-la, puis on repart avec ta question. Ah, je viens de l'oublier. Non, c'est une joke, OK? Donc, c'est ça. Restez là. On va faire une courte pause et on revient tout de suite après. L'alternative radiophonique CJMD 96.9. Pour tous vos produits en vapotage, le choix est facile. C'est Vapking. Oui, Vapking. À nos boutiques de Sainte-Marie, Lauson, Saint-Nicolas, Saint-Romuald, Saint-Apollinaire, Saint-Georges. Avant que j'oublie, je l'étudie. Vapking. Contrer l'inflation, jouer à la chasse à l'as, le moitié-moitié boosté aux hormones. Le phénomène de loterie en ce moment au Canada, c'est avec CJMD que ça se passe. Tirage tous les dimanches 17h en ondes. Pour participer, tapez Loterie Radio sur Google. Achetez vos coupons directement sur notre site et attendez notre appel. Tapez Loterie Radio sur Google. Barbies Resto Bar, quel endroit, quel festin, toute une ambiance. Pour un temps limité, le menu déjeuner est à 10 $ les mercredis, toute la journée. Hey, le voisin, es-tu en train de planter un arbre en dessous des fils électriques? Ouais, pis? Ben, quand il va pousser, il pourrait se prendre d'un fil, puis faire planter le courant, faire planter la lumière, faire planter l'Internet. Ah ouais? Faire planter l'électricité pour tout le voisinage. Et je pense que je suis en train de me planter, là. Un grand nombre de pannes d'électricité sont causées par des arbres. Oh, pélaille, on veut pas ça. En plantant le bon arbre au bon endroit, on évite qu'il devienne un problème de taille. Pour en savoir plus, visitez hydroquebec.com/arbre. Entrez dans le monde palpitant de 1000 pattes amusement à Lévis. Modules, glissades, jeux gonflables, trampolines et plus. Le parc d'amusement intérieur pour enfants où l'aventure ne s'arrête jamais. 88 835 65 55. 1000patteamusement.com. Pour la plus belle haie de cèdre du quartier, Cédrière Bernier est là pour vous. Avec 35 ans d'expertise, des cèdres de première qualité et des prix imbattables, pourquoi chercher ailleurs? Installation sur la Rive-Sud et livraison à seulement 75 $ à Québec et sur la Rive-Sud. Pour une haie de rêve, optez pour Cédrière Bernier. cédrièrebernier.com. Aujourd'hui, on te fait un rêve. Oui, aujourd'hui, on te fait plaisir. En octobre, c'est la fête chez Stratos Pizzeria. On souligne notre 35e anniversaire avec des promotions alléchantes. On vous offre le pizza large all dress ou pepperoni avec une grosse frite et un 2 litres de Pepsi pour 33,35 $. Faites la fête avec nous et faites-vous plaisir. Vente de fin de saison chez Québec ça.
C'est l'occasion de te procurer une planche de Wild Tribe. Jusqu'à 300 $ de rabais. Les prix de fin de saison sont là, mais la garantie de 3 étés demeure. Fais le bon choix avec QuébecSop. Visite québecSop.com et avec le code CJMD50, tu obtiens 50 $ de rabais. 50 $ de rabais. QuébecSop. Pour l'aventure. Vous écoutez CJMD, classique rap, hip-hop actuel, unique au Québec. Avertissement. Cette émission a pour but de porter l'auditoire à réflexion. C'est pourquoi la direction de la station souhaite vous rappeler que chaque affirmation mérite réflexion. Il ne faut rien prendre comme vérité simplement parce que c'est dit, car tout ceci demeure des théories ou la perception de chacun. Nous vous recommandons de garder un esprit critique et sceptique sur ce que vous entendez ici comme ailleurs. Bonne écoute, bonne réflexion. Bienvenue dans la zone. De retour en studio avec notre invité Cyril Delarche du Savoir. Et justement, ben c'est Steve qui est à la co-animation et Jeff qui est en studio. Ça donne-tu bien? Et ça fit quasiment avec un peu son genre d'émission qui va suivre en plus. Il y a beaucoup de liens qui se fait. Puis ce que je trouve intéressant, Cyril, c'est que, mine de rien, je t'écoute parler puis je mange des peanuts en même temps. J'ai pas de popcorn. Mais c'est tellement intéressant que je parle, je vous écoute, puis je mange des peanuts. T'avais une question, Jeff, pour Cyril? Bon, la question, c'est qu'est-ce que vous pensiez? Parce que là, qu'est-ce que vous dites là? Il y a des gens qui vont dire « Oh my God, c'est incroyable, je savais pas. » Mais ça fait tellement, comme vous avez dit, la connaissance de tout, c'est déjà dans notre face, c'est déjà là. Mais parce que pourquoi que la religion à ce moment, puis ça c'est mon opinion, puis en même temps j'aimerais savoir qu'est-ce que vous pensez, c'est que c'est dans une époque que 99% des gens ne savaient pas lire et écrire, et c'était un 1% de la population qui avait une connaissance justement sur tout. Et une forme de contrôle, mais c'est ça justement, ils ont changé, modifié et même inventé beaucoup de choses qu'on voit dans la religion traditionnelle, on va dire, dans toutes les religions. Et c'est fun quand je vois des gens comme vous et des gens qui ont un esprit ouvert, qui sont capables d'aller voir vraiment les textes puis disent wow, OK, t'es un peu, là, c'est pas qu'est-ce qu'ils disent aujourd'hui. Puis là, je comprends pourquoi que ça fait 2000 ans que le message est pas trop clair à cause que vous saviez, hein, même aujourd'hui, la vérité exposée, c'est dangereux. On voit beaucoup de gens qui sont censurés à cause de ça. Il y a même des archéologues qui trouvent justement qui prouvent aussi qu'est-ce que vous parlez. Et il y a vraiment des faits, puis ils disent, garde, c'est pas qu'est-ce qu'ils disent, c'est pas qu'est-ce que, c'est carrément quelque chose de différent. Et puis, j'aimerais savoir qu'est-ce que vous pensez de qu'est-ce que j'ai dit. Ben, c'est tellement vrai, en fait, mais ça part dès le départ, parce que les gens à qui on a confié ces écrits, dès le départ, quand tout à l'heure, j'ai expliqué que ne serait-ce que le troisième mot de l'écrit est déjà mal traduit, est déjà biaisé, c'est-à-dire qu'on a toute une communauté, un ensemble de personnes. Mais vous parlez, excuse-moi, mais vous parlez la pluriel, mais c'est très simple, là, c'est marqué en pluriel. Pensez-vous qu'il s'est fait exprès pour qu'il a changé ça au pluriel au singulier? C'est là où j'en venais, j'ai dit, mais pourquoi il y a cette volonté à un moment donné d'entraîner les gens vers l'erreur. Quel est le but? Parce que dès le troisième mot, ce mot est écrit au pluriel. Tous les mots en hébreu au pluriel s'écrivent de la même manière. Il n'y a que celui-là, bizarrement, que non. Moi, je reste convaincu que les gens qui ont récupéré les textes, qui ont été enseignés, il y avait une partie, et d'ailleurs, ils sont cités dans la Bible, on les appelle la tourbe. Ils n'avaient pas le background nécessaire pour vraiment tout comprendre. Donc, du coup, à un moment donné, il y a une volonté d'instaurer, surtout sur cette partie de la Bible, un Dieu unique. Alors que là, on a un Dieu au pluriel.
on a des dieux. Donc déjà, ça n'allait pas dans le sens, et c'est pour ça qu'on est dans un premier biais religieux. C'est pourquoi, pour moi, ça restera un biais religieux. N'importe quel savant hébreu peut venir en face de moi, je lui dirais, écoute, là, c'est biaisé. Tu n'as pas le droit d'étudier le nom de Dieu et tu viens m'expliquer ce que ça veut dire. Il faudrait savoir, soit tu sais ce que ça veut dire et ce que tu es en train de dire n'est pas correct, d'accord? Soit tu n'as pas le droit de l'étudier, donc tu n'es pas en mesure de me dire ce que ça veut dire. Donc, dans tous les deux cas, voilà. Pour moi, il y avait une volonté vraiment d'instaurer une religion à ce moment-là. Et quand on voit que les gens qui étaient dépositaires du savoir à ce moment-là, alors, je ne vais pas dire étaient dans l'erreur, mais je vais plus aller dans ton sens en disant qu'effectivement, ils étaient certainement dans une volonté de détourner l'information. Parce que pourquoi ils auraient sorti le livre d'Enoch, par exemple? Pourquoi le livre d'Enoch? Tu prends la Bible anglaise et éthiopienne, le livre d'Enoch est à l'intérieur. Pourquoi les Éthiopiens n'ont pas sorti le livre d'Enoch? Pourquoi les Hébreux ont sorti le livre d'Enoch? Voilà la question. C'est parce qu'il met en lumière la pluralité des dieux à ce moment-là, qui va nous faire comprendre que finalement, Yod et Vav est le dieu d'une lignée en particulier, et que si vous avez bien compris ce que je vous ai dit tout à l'heure, c'est-à-dire qu'il y a eu une création en Genèse 1, que moi j'appelle les pré-adamiques, et il y a une création en Genèse 2 que je vais appeler les êtres adamiques, qu'aujourd'hui l'anthropologie et la psychologie générale a défini comme étant les adamiques, c'est ce qu'on va appeler les êtres en pâte. Ils ont un cortex insulaire dans leur cerveau qui leur permet de ressentir l'empathie. Et les êtres qui n'ont pas ce cortex insulaire, on va les appeler les psychopathes. Ça voudrait dire qu'il y a deux styles d'hominidés sur la planète qui coexistent, qui se ressemblent parce qu'ils ont été conçus de la même manière, mais qui sont totalement différents. Et les 1% des gens qui nous dirigent feraient partie de ces psychopathes, justement, non empathes. Et c'est pour ça qu'ils ont le contrôle sur le monde, parce que là où nous, on va avoir de l'empathie, on va dire de la vergogne à ne pas faire certaines choses, eux, ils n'ont pas cette vergogne. Donc, du coup, ils vont monter sur les gens qui ont de l'empathie, et eux fonctionnent sur un système pyramidal. Justement, c'est celui qui est en haut de la pyramide qui domine ceux qui sont en bas, alors que les empathes, eux, travaillent plus sur un réseau un peu plus horizontal, qui est beaucoup plus basé sur l'entraide, le pardon, le partage. Donc, pour moi, oui, il y a eu une volonté à un moment donné j'ai le mot en anglais, maintenant je ne l'ai plus en français, misguide, de guider de façon... mal guider. Voilà, de mal guider l'humanité, parce qu'à un moment donné, c'est toujours pareil, l'interprétation religieuse détourne pour sa paroisse, j'ai envie de dire, le texte. Alors que le texte, en tant que tel, il est simple à comprendre. Mais on va te donner une interprétation, on va te donner Et des fois, aujourd'hui, les gens, après à lire, ils ont appris aussi à raisonner. Donc, aujourd'hui, les explications sont, comme on dit en France, elles sont tellement éclatées au sol, elles sont tellement tirées par les cheveux, que finalement, les gens ils vont aller plus vers quelque chose de cohérent et de logique plutôt que des explications abracadabresques. Donc, effectivement, je n'ai pas une réponse arrêtée là-dessus. Est-ce que c'est un manque de connaissances? Est-ce que c'est une volonté farouche de nous cacher ces choses-là? Parce que de sortir, de rentrer dans l'équation de l'humanité aujourd'hui, des êtres humains, de comment fonctionne la société, d'enlever de l'équation le fait qu'il y aurait peut-être 2 races d'hominidés sur cette planète qui sont clairement inscrites dans les écrits, mais de remettre ça en équation, mais on comprend certains comportements, on comprend certaines confréries, on comprend certaines idéologies, on comprend certaines symbologies, on comprend qu'il y a une symbologie qui nous est donnée parce que bibliquement on a appelé les anges déchus, et de l'autre côté on a une symbologie qui est beaucoup plus basée sur l'entraide, l'empathie, le partage, le pardon, l'amour et toutes ces choses-là. Et on se rend compte que quand on regarde la société, quand on regarde même sur le plan de vue psychologique, aujourd'hui on est capable avec une IRM de cerveau de savoir que telle personne est un psychopathe ou un empathe. Et au milieu de ça, il y a les sociopathes, les gens qui deviennent psychopathes par trauma. D'accord? Donc, on a bien déjà de déterminer ces 2 styles de personnes. Et on en a tous croisé des gens qui n'avaient pas d'empathie, qui avaient cette espèce de froideur. On dit, souvent dans le New Age, les gens les appellent les sans-âme. Parce qu'on dit, il n'y a pas de feedback avec ces gens-là. Il y a pas de... Pourquoi on les appelle les sans-âme? Parce que tout ce qui fait la qualité d'une âme, c'est-à-dire l'humanité, le partage, le pardon, encore une fois, l'amour des uns des autres, l'entraide, mais ces gens-là, ils l'ont pas. Ils sont dans un caractère beaucoup plus égoïste et pyramidal. Et d'ailleurs, quand on voit les symbologies qui
qu'il véhicule, mais il y en a souvent cette pyramide avec cet œil, on a souvent des symbologies qui vont dans ce sens-là. C'est pas pour rien qu'on parle du cerveau reptilien aussi. Et ça, en lisant les écrits, on comprend le serpent, les reptiles, les Anunnaki, toutes ces choses-là. On comprend qu'il y a des hominidés qui sont basés plus sur cette façon de réfléchir plutôt que sur l'autre. Et du coup, on arrive à distinguer les deux. On a reçu un commentaire de Charles Renaud, je dois te le dire. On devrait parler de doctrine maléfique occulte et non satanique. Si vous analysez le satanisme spirituel ou celui de la vie, ça n'a rien à voir avec ce que l'on veut faire porter au satanisme. Ce sont des fake news, malheureusement, mal véhiculés et un raccourci intellectuel désolant. Si tu me permets de surenchérir sur son commentaire et en même temps de le casser un petit peu, ça n'en reste que c'est de la polarité. Ouais. Tu sais, on est encore à essayer de nous faire croire qu'on est dans un combat de bien et de mal, quand la réalité des choses, on est là plutôt pour aller vers l'intelligence et l'évolution individuelle. Parce qu'un individu ne sera jamais capable de faire évoluer la totalité de l'humanité. Chaque individu doit évoluer de son côté pour qu'on en vienne un jour une certaine masse qui est beaucoup plus évoluée, qui va permettre de faire le step au restant de l'humanité. Mais si on essaie de voir les choses sur cette polarité-là, qui est toujours bien ou mal, comme s'il n'y aurait pas une autre alternative à tout ça, parce que ça, la seule chose que ça nous mène, c'est de rester en guerre à l'intérieur de soi-même, en guerre avec les gens qui nous entourent, avec un système, avec ci, puis avec ça. Fait qu'on passe plus notre temps à dépenser de l'énergie qu'à la garder pour soi-même pour évoluer. Oui. Moi, j'ai toujours dit que la connaissance de tout est là. On peut le trouver. C'est juste parce que, justement, on est tellement indoctriné de suivre un narratif, une idéologie. Et la minute que tu dévies à cette connaissance-là, mais là, c'est ça, il te censure parce que le contrôle, c'est une forme de contrôle. Moi, j'ai un ami musulman, on a parlé beaucoup de choses de sa religion, et il avait dit, hey, savais-tu qu'en islam, on pourrait, le nom Dieu, Allah, on peut le dire à 99 mots, non. Il y a 99 noms. Je dis, pourquoi? Comment ça? Pourquoi qu'il n'y a pas juste un nom? Et puis quand le monsieur en question, notre invité, Cédric, c'est quoi son nom? Cyril. Cyril, excuse-moi, Cyril, justement, c'est mon nom. Mais pour dire qu'il est au pluriel, ça, c'est à déclencher ma fascination. Pourquoi que, même dans la Torah, que le nom de Dieu a été écrit différemment. Et ça m'a été poussé plus pour justement la même chose que vous, à aller checker dans les textes d'anciens et de voir qu'il n'y a rien additionné. Je ne sais pas pourquoi je reviens à ça, c'est parce que les gens, ça fait trop longtemps qu'on est tellement dans quelque chose scripté qui donne pas l'ouverture d'esprit pour vérifier que peut-être tout ce qu'est-ce qu'on sait, tout ce qu'est-ce qu'on fait, c'est pas la vérité. Mais j'aimerais ça, Cyril, que tu me donnes un exemple sur les 80% que tu dis, un exemple frappant, comme quoi que la traduction n'est pas exacte. Donne-moi un exemple. Oh, juste, je voulais revenir sur ce que vient de dire Steve Jeff. Aussi et Jeff aussi. C'est très juste ce qu'ils ont dit. Et par rapport, pour répondre aussi aux commentaires de la personne qui parlait de satanisme maléfique. Ce qui est maléfique, le bien ou le mal, encore une fois, ça, c'est des courants de pensée qui nous viennent du zoroastrisme, tout ce qui va être le manichéisme et ce genre de choses-là. C'est des courants de pensée qui se sont intégrés justement à la religion, au texte, voilà. Quand tu lis les textes, on n'est pas vraiment dans l'histoire du bien ou du mal, on est dans l'histoire du plan et du plan adversaire, d'accord? Il y a deux plans. Il y a le plan et il y a le plan antagoniste, d'accord? Adversaire, antagoniste, et c'est pour ça il ne faudrait pas dire que le satanisme, oui, non, le satanisme, c'est pas non plus les arcs-en-ciel et les licornes, d'accord? Il faut remettre les choses dans leur contexte. Non, mais ils ont toujours, tu vois, c'est pour ça. Donc le satanisme, ça vient et c'est pour ça qu'il faut connaître l'étymologie des mots, ça vient justement de ce mot shaitan, qui est l'antagoniste.
Donc, en fait, quand tu réfléchis en termes de plan d'évolution ou de plan d'involution, c'est-à-dire que tu as l'évolution qui va vers justement quelque chose de plus vertueux, qui s'améliore constamment. D'ailleurs, c'est ce que Yod et Vav et veut dire. Yod et veut dire je suis, Vav et veut dire ce qui devient. Donc, je suis ce qui devient. Donc, le plan de Yod et Vav et, c'est l'évolution. Et il y a un plan antagoniste, adversaire à ce plan, qui est Shaitan. Shaitan, c'est la racine du mot satanisme, du mot Satan. D'accord? Donc oui, je veux bien qu'on essaie de me dire, oui, le satanisme, c'est juste aller faire le païen dans la forêt et manger des fleurs. Non, au bout d'un moment, il faut savoir ce qu'amène le satanisme en termes d'actes et en termes d'énergie, et parce que tout est considéré comme de l'énergie. Après, pour répondre à ta question, Carole, ne serait-ce que le premier mot de la Bible. Quand tu commences, le mot Bereshit, à lui tout seul, est traduit dans la Bible par « au commencement ». OK? Quand tu connais les lettres hébraïques, quand tu sais comment fonctionne l'hébreu, il fonctionne comme des poupées russes. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu as le sens général du mot et que chaque lettre indique on va dire une information supplémentaire sur le mot. OK? Mais ça va plus loin que ça. Tout à l'heure, c'est Jeff qui disait que effectivement, les gens ne savaient pas lire et écrire, et pendant très longtemps, l'humain ne savait pas écrire. Donc, tout ce truc-là était transmis à l'oral. Il faut savoir que c'était de la culture orale, sonore, et que les sons ont une importance aussi. D'accord? Donc, quand tu entends Bereshit, tu as la première lettre qui est Beit. Beit, les lettres hébraïques, elles viennent d'un alphabet qui s'appelle le phénicien ou le paléo-hébreu. Et chaque lettre correspond, d'accord, à une symbolique. Beit, c'est la maison. Tu vois, Jésus est né à Bethléem. Bethléem, c'est la maison du pain. D'accord? Donc, Beit, ça t'explique. Donc, le premier mot, la première lettre du mot, te dit que déjà, on parle d'ici, on parle de la terre, on parle de la maison. OK? Ensuite, tu as la lettre Resh. Resh, donc, voilà, tu as la lettre Resh. Et quand tu fais la lettre Beit et la lettre Resh, ça donne le mot Bar. Et le mot Bar, ça veut dire fils. OK? Tu continues, la lettre qui suit, c'est Aleph. Donc, quand tu fais Bar Aleph, ça veut dire fils de Dieu. La lettre qui suit, dans Bereshit, c'est Shin. Shin, ça veut dire la destruction, la fin, quelque chose qui a été tué ou détruit. OK? C'est le chaos, c'est le feu, c'est Bereshit. C'est le Shin. OK? Après ça, tu as la lettre Tav. Et Tav, quand tu la regardes, c'est la lettre de l'Alliance. Et la lettre de l'Alliance, en paléo-hébreu, se dessine par une croix. Donc, si tu suis bien le mot Bereshit, qui veut dire juste au commencement, il y a marqué textuellement, le Fils de Dieu sera tué sur la croix. Ah, regarde, moi, je suis flabbergasté, moi, là. J'aimerais... Oui, je t'en fais juste une note qui est un peu plus évidente, parce que souvent, les gens contestent le fait d'où vient le fait qu'on dit que Jésus est le Fils de Dieu. Quand tu prends le tétragramme Yod et Vav et, donc tu as la lettre Yod, tu as la lettre Yod, tu as la lettre He, tu as la lettre Vav et tu as la lettre E. Yod et, c'est le concept de ce qui est. Vav et, c'est le concept de ce qui devient. Tout à l'heure, on a dit que homme se disait Ish. Pour écrire le mot Ish, tu vas utiliser la lettre Shin, parce que comme il n'y a pas de voyelle, tu vas utiliser le Che. Le Che, c'est une lettre, en fait, elle ressemble à un W. Tu as 3 points qui descendent et ça fait comme un W. Les lettres hébraïques, en fait, quand tu as la ligne du haut, ça correspond au ciel. Et la ligne du bas, ça correspond à la terre. Donc, quand les 3 points, c'est-à-dire la Trinité, le Fils, le Père et le Saint-Esprit, descendent dans la matière et que tu mets ça dans le concept de ce qui est et de ce qui devient, c'est-à-dire tu mets l'humanité, tu mets l'humain, tu mets l'homme au milieu, tu mets Ish au milieu de Yod et Vav et, ça donne Yeshua, qui est le vrai nom de Jésus. C'est curieux, ça me fait penser dans l'astrologie seulement, astronomie. Quand on regarde Persée, c'est Persée qui est en forme de W. C'est Cassiopée. Cassiopée. Excusez, Cassiopée. C'est bizarre, mais tu allais dire quelque chose aussi. Oui, ben je suis désolé, je reviens un petit peu en arrière de ce qui a été parlé par rapport aux pré-adamiques et adamiques, qui auraient comme 2 générations d'humains. Par rapport aux choses que j'ai trouvées, moi, de mon côté, j'ai plutôt l'impression qu'il y a une seule et même espèce
mais que notre espèce d'humanité, elle est parasitable. Et que ces fameux parasites, je parle de parasites physiques, sont en mesure de prendre contrôle de notre mental, parce que même du côté de la Bible et d'Adam et d'Ève, on parle du serpent. On nous le montre à l'extérieur, mais il y a beaucoup de symbologie qui nous montre le serpent à l'intérieur du corps et non pas à l'extérieur du corps. Parce que même dans certains livres qui ont été exclus de la Bible du roi James, on parle à certains endroits où moi, je vais plutôt parler du Nazarien comme quelqu'un qui avait accès à un certain potentiel. Il a permis de déparasiter certaines personnes et dans la description du déparasitage, la personne l'a décrit avec un serpent qui est en train de sortir de la bouche. Oui, le serpent d'airain, oui. Ouais. Mais en fait, ça, c'est des symboles. Mais ce que tu dis est juste, mais ça n'infirme pas la différence. Au contraire, quand tu sais comment la génétique, parce que on parle d'Adam et Ève, mais il faut savoir que l'Adam de Genèse 1 et l'Adam de Genèse 2, c'est les mêmes. La seule différence, c'est que dans Genèse 1, et ça, il faut lire le livre de Ben Sira, dans Genèse 1, la femme qui a été créée s'appelle Lilith, la mère des démons. D'accord? Et que Adam, avant d'avoir Ève, il a eu Lilith. Ce qui fait qu'on a une base commune, les adamiques et les pré-adamiques, d'accord? On a une base commune qui est cette version, et là tu l'as très bien dit, qui est notre côté reptilien. C'est-à-dire que les pré-adamiques, ils ne sont que reptiliens. Les adamiques, eux, ils ont du reptilien et ils ont ce truc en plus qui fait qu'on a le libre arbitre. On a le choix d'être dans l'autre plan, c'est-à-dire le plan reptilien, ou d'être dans le plan humain. Et c'est ça le libre arbitre. C'est pas choisir d'aller au Burger King ou d'aller manger vegan, là. C'est le choix entre le plan et l'anti-plan. Et donc, de ce fait, tu as tout à fait raison. On a une partie, et c'est pour ça qu'elle est symbolisée, même encore aujourd'hui en psychologie, on va dire que ton instinct de survie, c'est ton cerveau reptilien. Quand tu regardes ta peau, si tu prends le temps de regarder ta peau, on dirait que tu as des écailles. Ton système de réparation de la peau, tu sais, quand tu te blesses, ton système de cicatrisation, il vient clairement des reptiles. Donc, à un moment donné, on ne peut pas occulter que même les humains, on a, comme tu le disais, et ce parasite qu'on est venu nettoyer, effectivement, il est venu nettoyer les péchés du monde, c'est ça. C'est en fait, on est venu nettoyer ce parasite reptilien qui nous empêche d'évoluer en des êtres un peu plus divins et un peu moins terrestres. Tu comprends? Donc, ce que tu dis est totalement juste. Je ne remets pas en question ce que tu dis. C'est juste qu'il faut bien faire la séparation. C'est comme quand tu lis un peu les ouvrages sur les abductés ou les gens qui sont, tu vois, qui vont parler du fait qu'ils font partie d'un programme d'hybridation. Il faut savoir que les Elohim, quels qu'ils soient, ils ont dû utiliser la matière première. Hein, quand tu lis les tables sumériennes, on dit, ouais, ils ont pris des hommes singes, là, des hommes poilus, puis ils en ont fait des hommes. Tu vois, ils en ont fait des gens plus intelligents. Les Elohim qui sont venus nous manipuler génétiquement, ils ont toujours utilisé la matière première qui existait déjà. Donc, quand Yod et Vav et il crée la lignée humaine, il le fait à partir des hominidés qui sont déjà là et qui sont parasités par les différentes manipulations génétiques, par les aberrations génétiques. Tu sais, tout ce qu'il y a dans nos mythes et légendes sur les dieux grecs, les minotaures, les sirènes, ça, c'est des manipulations génétiques parce qu'à un moment donné, on a voulu manger des hommes et des poissons ou des hommes et des taureaux. Et donc, il fallait nettoyer ça. Et Genèse 2, c'est ça, c'est le nettoyage. Et ça, après, tu as d'autres textes qui vont venir corroborer ça. Mais il faut bien comprendre qu'il y a une espèce d'hominidé. Et c'est pour ça qu'il y a des textes qui ont été sortis. L'alphabet de Ben Sira, moi j'ai eu de la chance. On m'a fait lire le Zohar, on m'a fait lire l'alphabet de Ben Sira. Je te dis, il y a des textes qui ressemblent à des space opéras. Ça ressemble à Star Wars. Ça n'a rien à voir quand on t'explique. Je crois que c'est dans le combat de la Déborah. Il y a des gens qui sont venus de Sirius pour aider les humains. Enfin, c'est écrit textuellement. Quand on te parle de certaines constellations, qu'il y a des gens qui sont venus de telles constellations, c'est marqué noir sur blanc dans la Bible, mais une fois qu'elle a été traduite, ça n'existe plus. Tu vois, ça a été traduit autrement. Donc, je pense que l'ufologie, le paranormal, l'historique, le biblique, tout ça, ils ont la même base. C'est-à-dire qu'on est sur des choses qui sont multidimensionnelles. Que ce soit sur ce qu'on appelle le surnaturel ou ce qu'on appelle
quand on réfléchit à l'ufologie, tu sais, on est très cadré par Spielberg, en fait. On est très cadré par le cinéma et comment on nous a donné à manger et à réfléchir sur les extraterrestres. Mais si tu enlèves la partie multidimensionnelle de l'histoire, ben, tu te dis que ces entités, ces parasites dont tu parles, si tu t'y connais un peu en chimie, une entité, chimiquement, c'est des gaz. C'est quelque chose de gazeux, c'est quelque chose que tu peux palper, en fait. C'est quelque chose qui, quand ça va s'accrocher à ton champ électromagnétique, c'est parce que toi-même, tu as perdu des atomes d'hydrogène dans ton champ électromagnétique et ce truc vient se coller à toi. C'est ce qu'on appelle une faille spirituelle, en fait, tout simplement. Mais tu peux l'expliquer par la science. C'est pas parce que la science ne veut pas l'expliquer que c'est pas explicable. Et justement, je pense que tout le phénomène ovni, tout le phénomène même paranormal, il y a eu vous devez connaître, vous, le ranch là aux États-Unis où il s'est passé des choses un peu. Skywalker Ranch. Voilà, Skywalker Ranch. Là, on est vraiment dans ce lien qu'il y a entre ce que nous on appelle les extraterrestres et le monde parallèle surnaturel. Tout est lié en fait. Sauf que quand on regarde ça par le prisme biblique, on pense à des anges, on pense à des êtres célestes, lumineux, hein, peut-être qui sont, tu vois, dans un certain sens. Et quand on regarde du côté ufologique, ben, on voit des petits gris, on voit des reptiles, alors que s'il faut, tout ce truc-là, c'est la même affaire. Fort intéressant. Mais on est obligé d'encore retourner à une courte pause. Puis, restez là. On revient tout de suite après. Straight up! What's up tout le monde? Ici Cyrano de Montréal, animateur de rap politique. Vous êtes sur les ondes de CJMD 96.9 Lévis. Vive le hip-hop québécois, ma sauce! Il est où le meilleur smoke meat à Lévis? Pas compliqué, un seul resto spécialisé, c'est Pat Smoke Meat. Situé aux Galeries Chagnon, un seul endroit, Pat Smoke Meat. Club Sandwich, poutine, smoke meat. Contrer l'inflation, jouer à la chasse à l'as, le moitié-moitié boosté aux hormones. Le phénomène de loterie en ce moment au Canada, c'est avec CJMD que ça se passe. Tirage tous les dimanches 17h en ondes. Pour participer, tapez Loterie Radio sur Google. Achetez vos coupons directement sur notre site et attendez notre appel. Tapez Loterie Radio sur Google. Pour la plus belle haie de cèdre du quartier, Cédrière Bernier est là pour vous. Avec 35 ans d'expertise, des cèdres de première qualité et des prix imbattables, pourquoi chercher ailleurs? Installation sur la Rive-Sud et livraison à seulement 75 $ à Québec et sur la Rive-Sud. Pour une haie de rêve, optez pour Cédrière Bernier. Cédrièrebernier.com. Le gigantesque bazar de Lévis, de la maison de la famille Rive-Sud, est de retour le 19 et 20 octobre de 9h à 16h. À l'intérieur de l'école Pointe-Lévis, au 55 rue des Commandeurs. Le bazar, c'est plus de 100 vendeurs différents par jour, vendant des milliers d'articles neufs et usagés à petit prix. Casse-croûte sur place. Vous écoutez CJMD. Talk rafraîchissant. Toujours à côté de la traque. Avertissement. Cette émission a pour but de porter l'auditoire à réflexion. C'est pourquoi la direction de la station souhaite vous rappeler que chaque affirmation mérite réflexion. Il ne faut rien prendre comme vérité simplement parce que c'est dit, car tout ceci demeure des théories ou la perception de chacun. Nous vous recommandons de garder un esprit critique et sceptique sur ce que vous entendez ici comme ailleurs. Bonne écoute, bonne réflexion. Bienvenue dans la zone. De retour en studio avec notre invité Cyril et Steve à la co-animation et Jeff comme invité surprise qui n'était pas supposé être là, mais il est là. Hello! En fait, je trouve ça fort intéressant la discussion qu'on a parce que je vois qu'il y a des choses qui peuvent déranger certaines personnes dont la mentalité peut-être un peu différente pour la compréhension des choses qui sont un petit peu... mais j'aime le débat que ça donne. Mais faut comment je pourrais dire ça? Tu sais, il y a des choses qui se sont passées ici à Québec pour que nommer Bernard de Montréal, où ce que les choses sont présentées sur un point de vue qui est un petit peu plus différent de ce que la société ou le système essaie de nous faire comprendre et au niveau de l'évolution qu'on a à avoir. Du côté supramental, on a eu une période d'involution à laquelle beaucoup d'entités, beaucoup de choses ont participé
à nous faire évoluer pour en arriver à un stade quasiment léthargique. Mais aujourd'hui, toutes ces entités-là là, qui veulent, eux autres, continuer à nous garder sous contrôle et dans cette involution-là, ben, eux autres, leur job est terminé. Puis l'humanité est en train d'évoluer présentement. Et ces entités-là font à peu près tout ce qui est en leur pouvoir pour nous maintenir encore dans cette involution-là. De là, mon point à comprendre que les écrits qu'on a, faut les prendre à moitié simplement. Parce que c'est de l'interprétation par-dessus interprétation, un peu comme Cyril disait, des traductions et des retraductions, et boum, on enlève un livre qui n'existe plus, on enlève des phrases, ou on enlève complètement des versets. Pas plus tard qu'avant-hier, je suis tombé sur une publication où en Éthiopie, ils ont encore une ancienne Bible. Je l'ai là. Qui est 800 ans, beaucoup plus tôt que la version du roi James, où il y a pas mal plus de livrets à l'intérieur, pas mal plus de gens qui emmènent leur point de vue à l'intérieur de ce fameux livre-là, que je considère plus comme un mode d'emploi, comment fonctionner avec notre temple, avec notre maison, que moi, je le place plus au point de référence du corps, parce que nous, en tant que tel, ce qu'on est, pour reprendre les mots anglophones, on est le Holy Ghost. C'est ce qu'on est réellement. Complet. Tu sais, le Fils, c'est le morceau de viande. Et le Père, ben, c'est l'énergie qui permet de tout mettre ça ensemble pour que ça fonctionne. Comme disait Cyril, on est vraiment dans un monde, dans un univers qui est un univers qui est multidimensionnel, à laquelle notre être participe à toutes ces dimensions-là. On n'en est pas tous conscients dans le monde physique, mais on en ressent certaines parties avec le côté astral qui nous emmène la fameuse coloration émotionnelle à travers tout ça, qui nous garde aussi dans une certaine évolution, parce que nos émotions, des fois, nous emmènent à garder des traumatismes vivants à l'intérieur de notre âme. Et ça aussi, c'est un sujet assez non, tu as tout à fait large raison. au niveau de l'âme. L'âme n'est pour moi, c'est simplement un disque dur qui emmagasine des expériences, des choses comme ça. Ouais. Mais c'est pas vous. Oui, ça encode et ça. En fait, ça encode et ça décode, si tu veux. L'âme, elle fonctionne en partenariat avec notre génétique, avec notre ADN, si tu veux. Dans notre ADN, on a un code qui est, et tu as tout à fait raison, l'âme, elle ne fait que récolter ce que dans les écrits, ils appellent la grâce. Alors, je suis désolé d'utiliser des termes bibliques. Je sais que il y a des gens, ça les fait réagir parce que on a été programmé, comme tu le disais très bien, à avoir ces informations à travers le prisme de la religion qui est lui-même détourné. Donc, c'est normal que les gens soient un peu en rejet de ça. Mais là où je te suis complètement, c'est que l'âme, elle va qu'au mariage, elle va pas aux enterrements, dans le sens où elle récupère, si tu veux, toutes les données qu'on va valider à travers notre génétique. C'est-à-dire que notre génétique, c'est quoi en fait? C'est que tu as une partie de notre génétique qui est basée sur le déterminisme, qui va déterminer la couleur de tes yeux, c'est tout ton background et ton patrimoine génétique. Et puis, il y a une partie qui est sur le volontarisme, et cette partie qui est basée sur le volontarisme, elle te permet d'évoluer. Donc, forcément, tu vas expérimenter des choses à travers l'esprit, à travers le corps. Hein, c'est pour ça que les Hébreux séparaient toujours la nefesh, qui est l'esprit du corps, le roua, qui est l'esprit électromagnétique de la psyché, et ensuite la neshama, qui est l'âme. Parce qu'effectivement, en distinguant, on est toujours sur un système triptyque, hein, corps, âme, esprit, le Père, le Fils, le Saint-Esprit, Nefesh, Roi, Neshama. On est toujours sur le même système. Et comme tu l'as très bien dit, il y a une partie de nous qui encode et qui décode l'expérience à travers de l'énergie en mouvement. Émotion, c'est l'énergie en mouvement. Et si tu veux, cette énergie en mouvement, c'est ce qui nous fait sentir des fois bien, des fois mal. Quand on utilise notre volontarisme de notre ADN, justement pour faire des actions qui sont en corrélation avec notre déterminisme, notre plan, ben on va bien se sentir. Donc, on va avoir des émotions agréables. Quand on va s'éloigner de notre plan déterminé à la base qui est dans l'ADN, si on va trop loin du plan, parce qu'il faut quand même expérimenter un minimum, on n'est pas figé au plan,
Mais si on s'éloigne trop loin, c'est là qu'on va commencer à avoir du stress, qu'on va avoir des mauvaises sensations, qu'on va avoir même, on peut aller jusqu'à la dépression, parce qu'à un moment donné, on s'est trop éloigné de la partie déterminée. Donc, en fait, le but de chaque humain, c'est de faire coïncider, de mettre ça en phase. En sciences physiques, on te dit que tout élément qui vibre à sa fréquence naturelle, donc à la fréquence déterminée, est en résonance. Et ce phénomène de résonance, c'est ce qu'il te disait, c'est que ce qui a marqué dans la Bible, c'est autant valable pour ceux qui sont autour de toi dans l'univers que ce qui se passe en toi à l'intérieur, parce que c'est ce qu'on appelle le système holofractographique. Ce système holofractographique fait que ce que tu appelles l'âme, c'est un fragment de ce grand système qu'on t'a donné et qui fonctionne exactement de la même façon que l'univers. C'est-à-dire que toi-même, tu es un univers à part entière, et ce qui est valable à l'extérieur, que tu lis, qui a l'impression que ça s'est passé à l'extérieur de nous, mais c'est ce qui se passe à l'intérieur de nous. C'est ce que les musulmans ils vont appeler le djihad. Le djihad, c'est ce combat intérieur entre on va dire notre ego et notre âme. C'est le combat justement entre notre partie volontaire qui a envie d'expérimenter, de faire des bêtises et tout ça, et la partie un peu plus verticale, un peu plus carrée, qui est l'âme et qui nous dit « Attends, il y a un plan à suivre, suis le plan et tu verras. » Et c'est vrai, quand tu suis le plan, tout est fluide, tout se passe bien. Mais ça, c'est des choses que tu retrouves dans la guerre dans le royaume des cieux entre, par exemple, Lucifer et Michael. Ben, c'est ce qui se passe à l'intérieur de toi aussi. Tu as ton petit Lucifer, là, ton petit démon qui te dit « Ouais, vas-y, fais ça », qui est là en train de t'influencer. Et puis de l'autre côté, tu as ce qu'on appelle le côté intuitif, le côté intuition, le côté âme, qui lui te dit « Ouais, non, mais ça serait mieux de faire ça ». Mais finalement, en bout de ligne, qui fait le choix, c'est toi. Donc, tu fais quoi du côté intelligent? Ben, c'est ça. Ton intelligence, et c'est ce que dit Saint Paul, arrêtez de vous conformer à ce monde. C'est par le renouvellement de l'intelligence que vous saurez ce qui est juste ou pas. Le côté intelligent, c'est le fameux 10% soi-disant dont on se sert et qui finalement qui fait des choix entre la partie, comment te dire, la partie qui va vouloir faire des choses, expérimenter des trucs, et la partie prédéterminée. Et moi, ce que je vais considérer comme être intelligent, je pense que les gens qui font le plus preuve d'intelligence, c'est les gens qui ont ce qu'on appelle l'intelligence émotionnelle, qui savent lire leurs émotions, lire les émotions des autres et qui savent s'adapter à ça parce que finalement, on est énergie. Et ces émotions, en fait, c'est une manifestation des énergies, qu'elles soient, comme on dit en sciences physiques, sympathiques ou antipathiques. Et à partir de là, l'intelligence, c'est ça, c'est être capable d'évoluer dans un milieu fluide, sain, sans contrainte. Si tu regardes comment nos organes sont composés, il n'y a aucun organe qui fonctionne bien sous la contrainte. En revanche, dès que tu rentres dans le ludique, dès que tu rentres dans le plaisir, dès que tu rentres dans quelque chose de plus élevé, de plus exalté, tu sais, des fois, tu fais quelque chose, puis tu as l'impression que ça fait 20 minutes, puis tu regardes la montre, ça fait 3 heures. Parce que tu étais tellement hype, là, tu étais tellement en haut que finalement, tu n'as pas senti le temps, même le temps sur toi n'a plus d'influence. Je pense que c'est à ça qu'aspire l'être humain, à être dans cet état qu'on avait quand on était enfant. Tu vois, quand on était enfant, on avait ce truc-là parce qu'on s'amusait, parce qu'on n'avait pas les regrets du passé ni les peurs du futur. Et je pense que les parasites dont tu parlais, ils jouent beaucoup là-dessus. Ils jouent sur l'ego et beaucoup dans les regrets du passé, beaucoup dans les peurs du futur, et on oublie d'être dans l'instant présent où tout se passe en fait. Tout se passe maintenant. Quand on a commencé l'émission tout à l'heure, on était maintenant. Quand on va raccrocher, on sera toujours maintenant. Donc à partir de là, c'est l'endroit où être. J'ai envie, c'est l'espace-temps qui nous est donné à nous pour exister, pour évoluer, et non pas, comme tu l'as très bien dit, ça fait plaisir d'entendre ça, et non pas par involuer. On est rentré dans des doctrines d'involution, d'abétisation de l'humanité. Quand on voit les royaumes qu'il y avait avant, que ce soit en Afrique, en Égypte, les avancées, enfin les connaissances qu'ils avaient au niveau de la science, qu'on ne fait que finalement redécouvrir aujourd'hui, on se dit, mais à quel moment on a évolué au point qu'on ne sait même plus reconstruire une pyramide aujourd'hui? C'est quoi? Qu'est-ce qui s'est passé en fait? Et donc, tu as très bien dit. Pour vous, l'ego humaine, là, ouais. Il joue quel rôle là, dans la progression humaine? C'est-tu devenu vraiment un obstacle ou c'est-tu devenu quelque chose evolutionary, comme ils disent en anglais? Oui. Mais ça dépend comment tu es positionné en fait. Ça peut être quelque chose de contradictoire, comme ça peut être un outil, comme de l'engrais. Si tu regardes bien la parabole justement du bon blé de l'ivraie, et que tu sors du dogme religieux où on te dit « Ouais, le bon blé, c'est les bonnes âmes et l'ivraie, c'est les mauvaises âmes qu'on envoie en enfer. » Si tu sors de ce carcan-là et que tu regardes ce que ça veut dire vraiment, le bon blé, en fait,
c'est tous les bons choix, l'âme, c'est qui va évoluer. Et livrer, en fait, c'est le tuteur qui permet au bon blé de monter. Tu vois, c'est que si tu fais un champ de tomates et que tu mets pas un tuteur pour que le pied de tomate, il monte bien, ben, tes tomates, elles vont faire des gourmands, elles vont mal pousser, elles vont avoir des sales têtes, tu vois. Parce que moi, je prends, à partir du moment où tu as conscience de l'ego, c'est plus ton ennemi. C'est ton enseignant, en fait. C'est celui qui va être un peu le garde-fou. Mais encore une fois que tu ne le subis plus, ce n'est plus un ego. Parce que l'ego, les gens ont rattaché ça à la psychologie générale et puis le lieu commun, a rattaché l'ego à l'orgueil et à la vanité. Tu vois? Alors que l'ego, c'est pas ça. L'ego, il passe plus de temps à s'auto-flageller qu'à se valoriser. Tu comprends? L'ego, c'est celui qui, encore une fois, c'est celui qui vit à travers les programmations et les cadres de référence. C'est ce qui va créer ton identité. Alors qu'avant d'avoir une identité, tu as une personnalité. Mais l'endroit où tu nais, la culture que tu vas avoir, ça va construire cette identité, ça va construire cet ego. Et absolument tout ce que tu vis, tu vas le vivre à travers le prisme de cet ego. Et lui, il enregistre surtout les traumas. Tu vois? Les traumas, pourquoi? Parce qu'effectivement, tout ce que tu vas vivre, tu vas les vivre à travers ces expériences. Et tu vas créer, à partir de ces traumas, des traumatismes. C'est-à-dire un mode de fonctionnement en fonction de ce que tu as vécu. Généralement, l'ego, comme je l'ai dit tout à l'heure, il va toujours générer les regrets du passé ou les programmations que tu as eues, culturelles, religieuses et tout, ce qui va biaiser ton présent et ce qui va affecter ton futur. Et il se base pour ça sur la peur de l'inconnu. Parce qu'il part du principe que ce qu'il ne connaît pas, il ne peut pas le contrôler. Et comme il ne peut pas le contrôler, il ne veut pas y aller. Alors que dans l'inconnu, la pire chose qu'il va trouver, c'est plus de lui-même. Il va soit apprendre quelque chose, soit gagner quelque chose. Il n'y a pas de stress à aller dans l'inconnu. Mais l'ego, si tu veux, c'est cette entité qui pense qu'il a le contrôle de toi, mais ce n'est pas lui qui run la game. C'est comme si tu prends une bouteille d'eau. La bouteille, c'est ton corps. L'eau, c'est ton esprit. Et tu mets des morceaux de sucre au fond de l'eau. Quand tu mets tes morceaux de sucre au fond de l'eau, c'est ça qui va attirer l'attention des gens. Les gens, ils ont l'habitude de voir une bouteille d'eau. Mais là, pourquoi il y a du sucre à l'intérieur? Et le sucre, c'est l'ego, en fait. C'est sur quoi on va s'attacher. Mais qu'est-ce qui va se passer au bout de quelques minutes? L'eau, l'esprit, il vibre plus haut que l'ego. Il vibre plus fort. Donc, la vibration de l'eau sur le sucre va faire que le sucre va se dissoudre. Il va fondre. Mais est-ce que ça veut dire qu'il a disparu pour autant? Non. Il participe maintenant à l'expérience liquide et l'eau s'est agrémentée de son sucre et tu as de l'eau sucrée. Donc, en fait, le but, ce n'est pas de détruire l'ego, c'est de le dissoudre, c'est de profiter aussi de son expérience, de sa vie, de ce qu'il a vécu. Et comme tu l'as dit, il fait partie intégrante du plan d'évolution. C'est à travers l'adversité qu'on grandit. Mais ça ne veut pas dire qu'on doit forcément choisir l'adversité pour grandir. Ça veut juste dire que des fois, quand on va dans le mauvais sens, la lumière gagne encore parce que tu ailles dans le bon sens ou le mauvais sens, en bout de ligne, tu évolues. Mais j'aime mieux mettre du vodka que du sucre, là, mais c'est correct. Je vais accepter votre point de vue. J'aimerais, Cyril, te présenter une représentation de l'ego en image. Et j'aimerais ça que tu me dises ton opinion ou ton avis là-dessus. C'est quelque chose que c'est moi ça a sorti de moi, mais c'est pas moi qui l'a en tant que tel écrit. Mais je te le présente. C'est une représentation de l'ego. Je ne sais pas si tu vois l'entièreté de l'image. Je vais juste placer ça autrement. Comme cela. Ok, donc j'essaie de voir. Donc on a les terres, les mémoires et les expériences. Alors ça, dans la Bible, ça s'appelle la mixture. Je l'ai représenté à peu près de la même manière. En fait, dans ton niveau d'expérience, ce qui va se passer, c'est que, et c'est très juste ce qui a marqué là, dans ton niveau d'expérience, on appelle ça la mixture. En fait, c'est l'accumulation de tes expériences validées et non pas validées. C'est pour ça que, par exemple, les Arabes, ils ont un terme pour, quand ils vont transformer l'eau en vin, ils appellent ça l'alambic. D'accord? Alembic, ça veut dire le dieu dans la bouteille, en gros. D'accord? Et le principe de l'alambic, c'est de faire bouillir un liquide, d'accord? Donc, soit il a du sucre, soit il a quelque chose, pour le faire se transformer à l'état d'éther, en fait, à l'état décomposé, à l'état gazeux. Et ensuite, on va reconditionner, on va restructurer l'état gazeux en eau et on va avoir ce qu'on appelle un spiritueux, un alcool. OK? Donc, l'ego, en fait, c'est toute la partie non validée. C'est pour ça que dans la parabole du semeur, on dit ce qui n'a pas donné du bon blé, prenez-le et rejetez-le au feu. Et le feu, en fait, c'est l'expérience de la vie. C'est pas l'enfer.
C'est ce que tu as marqué là, les mémoires et les expériences. C'est tout à fait juste ce qui est là. Et c'est ça qu'on renvoie au feu, c'est livré. Pourquoi? Pour que, en le renvoyant dans le feu de l'incarnation, on est capable, à ce moment-là, de revivre l'expérience. C'est pour ça que dans certaines cultures, comme les cultures karmiques ou dans certaines cultures, même dans la numérologie, on t'explique que tu passes des cycles de vie. Ben, c'est pour nettoyer la partie égotique, le parasite, comme tu l'appelles, pour créer de l'éther et pour créer du spiritueux qui, lui, va s'élever. C'est le principe d'ascension. En fait, c'est comme dans une montgolfière. Plus tu vas lâcher du lest, plus elle va monter. Plus tu vas tu vas monter le gaz, la flamme va faire monter la montgolfière. Mais c'est le même principe. Le principe d'incarnation, il est là. Le principe, c'est tant que je n'ai pas validé une expérience, je retourne dans le feu de l'incarnation, je remets le bleu de chauffe, hein, comme on dit en France, nous ici, et je remets le bleu de chauffe pour que ces expériences, ces mémoires soient validées et deviennent et ascensionnent comme une information valide. Tu vois? Et c'est le dessin que tu as montré ressemble beaucoup à un dessin que moi j'ai fait à l'époque. Mais moi, je l'avais, si tu veux, je l'avais dessiné à travers un alambic. Tu vois? Tu vois, à travers un alambic pour montrer qu'effectivement, le fait de faire chauffer le liquide, c'est-à-dire l'expérience, c'est pas pour rien qu'ils disent il a créé les eaux d'en haut, les eaux d'en bas, c'est l'esprit d'en haut et l'esprit d'en bas, l'esprit de l'éther et l'esprit de la mémoire terrestre. Quand l'esprit de la mémoire terrestre est soumis aux expériences, ce qu'on va appeler le feu de la vie, il va bouillir, il va se gazifier, hein, il va devenir de l'éther, il va devenir quelque chose. Et par condensation, quand on va récupérer le liquide créé de cet éther, ça va donner un spiritueux. C'est la fameuse parabole, il a transformé l'eau en vin. Tu vois? Voilà. Ça serait fort intéressant, Steve, parce que là, les gens, lui, il l'a vu, le dessin. Je l'ai publié en commentaire, le lien pour aller voir l'image que j'ai présentée. Il y a un petit texte qui est aussi à côté. Ça serait trop long à lire là, pour la durée de l'émission. Mais allez voir par vous-même qu'est-ce que j'ai présenté à Cyril. Donc, dans ce que j'ai présenté dans cette image-là, j'utilise un verre pour représenter l'ego. Parce que l'ego, c'est simplement un contenant. Mais ce contenant-là, quand il s'incarne, il vient avec des mémoires, des traumatismes qui ne lui appartiennent pas, qui ne sont pas à lui. Et en arrive aussi avec une partie de lui à l'intérieur de cet ego-là, dans une certaine mesure qui fait que on va partir d'un certain point pour continuer à évoluer. Et l'objectif, c'est de se départir de ces mémoires-là, arrêter de s'identifier à ces mémoires-là parce qu'ils ne nous appartiennent pas. C'est ce qui fait qu'on vit dans une programmation jusqu'à temps qu'on s'en affranchisse et pour permettre justement à la descente de l'esprit de venir remplir l'ego pour qu'on vive dans notre réalité et s'affranchir de cette involution-là ou des fameuses bibites qui peuvent vibrer parallèlement avec nous pour continuer à nous garder dans un certain état involutif au lieu d'y aller un peu plus avec le côté vertical qui nous permet de s'élever et sortir un peu du carcan où ce qu'on est présentement dans l'humanité. C'est absolument ça. Puis les gens, ils ont du mal à comprendre le principe d'ascension. Tu l'as très bien expliqué. C'est qu'on a l'impression que l'ascension, c'est quelque chose qui s'élève. Non, c'est quelque chose qui descend pour spiritualiser la matière, c'est-à-dire envoyer plus d'esprit dans l'ignorance, dans l'expérience. Tu l'as dit très bien, l'ego, des fois, il naît avec des expériences, ce qu'on appelle du transgénérationnel, qui ne lui appartient pas, qui appartient à ses ancêtres, qui appartient à toutes les choses que sa lignée n'a pas validées ou n'a pas transformées, parce que c'est un principe de transformation. Et plus on va descendre de l'esprit dans la matière, plus la matière va s'élever. C'est pas la matière qui va s'élever d'un coup. C'est que et c'est tout le principe christique versus une transmutation. C'est ça. C'est tout le principe christique contre le principe bouddhique. C'est que le bouddhisme, en fait, c'est je vais descendre mon activité neuroélectrique pour atteindre des états de transe et des états proches de la mort. On va descendre à 3, 4 Hertz, voire 5 Hertz d'activité neuroélectrique. Donc, je suis en mode décorporation pour atteindre le nirvana, alors que le principe christique, c'est l'inverse. Je vais plutôt monter dans les ondes gamma, dans les 80 Hertz, dans les 100 Hertz, et à partir de là, je vais descendre encore plus de conscience.
je vais être ce qu'on appelle supraconscient, c'est-à-dire je vais être hyper concentré. Je vais avoir une espèce de, je coach des sportifs, je fais la préparation mentale pour des footballeurs, des joueurs de soccer ici en France. Ce que j'essaie de leur faire atteindre, c'est la zone. Et cette zone, c'est ça, c'est d'avoir tout l'esprit dans le corps et ce qui leur permet d'atteindre ce qu'on appelle l'état de grâce. Et c'est ce qu'on appelle l'état de grâce, c'est ce qui va permettre à un sportif ou même à un être humain lambda d'atteindre des niveaux de conscience, de bien-être et d'accomplissement que tu n'as pas quand tu médites pendant 1 heure sous un arbre et que finalement, tu vas aller à IGA 2 minutes après, on va te pogner les fesses avec le chariot et puis ta méditation, elle est terminée. Là, là, t'es un peu là, j'ai des images dans la tête. Là. Si tu me permets de souligner, Cyril, je te dirais ça de cette façon-là. Bon Dieu, que tu viennes souligner quelque chose de tellement, mais tellement important et je ne sais pas si les gens allument, mais tabarouette, ou en bon québécois, tabarnak, tu as mis le doigt là-dessus sur quelque chose de tellement important entre la basse vibration qu'on veut atteindre en méditation, qui nous emmène plus vers le monde de la mort et non pas le monde de la vie, à laquelle on vibre beaucoup plus élevé et non pas beaucoup plus bas. Donc, quand on s'en va faire dodo, qu'est-ce qu'on s'en va faire? On s'en va visiter le monde des morts. À laquelle on doit s'affranchir. En tout cas, je trouve ça vraiment intéressant ce que tu viens de souligner là, la distinction, parce que on a tendance un peu à éloigner l'aspect qui est occulté à l'humain, qui est son énergie, tout ça, comment que ça fonctionne, versus le monde physique, comme ça serait 2 choses complètement différentes qui ne sont pas interreliées. Et au contraire, le monde physique n'est pas sans ce monde-là subtil. Il n'existerait même pas. Si on voyait au niveau subatomique et que nos atomes étaient de la taille d'une balle de golf, si je prends un stylo, bon là, c'est pas très radiophonique, mais si je prends un stylo, ça voudrait dire que mes doigts sont à 2 terrains de soccer du stylo, en fait. Rien ne se touche. Oui. C'est-à-dire qu'on a cette illusion qu'il y a de la matière parce que nos sens ne voient pas au niveau subatomique. Ils voient, on va dire, le produit fini de notre conscience, que projette notre conscience. Mais en réel, c'est que des atomes, c'est que des particules. D'ailleurs, ils ont fait une expérience qui était vraiment tellement drôle. Cette expérience, c'est ils ont pris un gars, ils lui ont mis ils ont mis un électrocéphalogramme, ils ont mis des capteurs dans sa maison. Et puis, ils ont filmé sur le niveau quantique, avec des appareils, des machines et tout ça, sa maison. Donc, ce qui se passe, c'est que quand il était dans sa maison avec sa famille, le signal qui était envoyé par le cerveau, c'était des particules. C'est-à-dire qu'on voyait à l'écran que tout était au niveau particules. Ils lui ont dit, rejoins-nous au laboratoire. Donc, le gars a pris sa voiture. Il est parti les rejoindre au laboratoire. Et au moment où il est sorti de chez lui, tout son appartement, toute sa maison, tous ses enfants, tout, c'est devenu des ondes. Au niveau au niveau de ce qu'ils avaient en termes d'information. C'est-à-dire, ça veut dire que quoi? La réalité, elle dépend de celui qui l'observe. À partir du moment où tu vois quelque chose, tu crées des particules. Okay? Donc, c'est ce qu'on voit là, la matière telle qu'on l'aperçoit. Mais à partir du moment où on n'est pas en contact visuel, on va dire avec les 5 sens de quelque chose, mais ça se transforme. On a une petite perte, mais très intéressant ce que Cyril nous mentionne. Potentiel et cinétique. On t'a perdu un brin. Ouais, j'ai expliqué juste que ce passage des ondes aux particules, c'est ce qu'on nous explique dans les phases de la physique quantique. Et ça, c'est marqué noir sur blanc encore dans les écrits anciens. C'est pour ça que je me dis que les gens qui ont décodé ces écrits-là, qui n'avaient pas, parce que la physique quantique, on a ça depuis 100 ans, même pas, là, tu vois, dans notre connaissance, on va dire, d'aujourd'hui. Comment ces gens-là, ils étaient capables de décoder les écrits anciens sans avoir ces connaissances-là? Parce que finalement, ça va nous expliquer la différence entre le corps et l'esprit et que tout est énergie et que c'est Tesla qui disait ça. Si tu veux comprendre le monde qui t'entoure, il faut que tu penses en termes de fréquence et d'énergie. Sinon, ça ne fait pas de sens. Il n'y a rien qui fait du sens. Comme on dit, la science n'est rien sans conscience. C'est pour ça qu'on a rajouté le con devant le science. Moi, j'ai une question à propos de tout ça, là. Cette connaissance-là, que ça fait longtemps que ça existe et tout,
Mais pensez-vous qu'à un moment donné, parce que moi, je crois énormément qu'il y avait plusieurs civilisations humaines, différentes époques, et puis pensez-vous qu'on avait atteint une certaine connaissance supérieure de tout ce que vous avez dit aujourd'hui? Oui. Lis les tables de Thoth. Et pourquoi qu'on a perdu toute cette connaissance-là au point que là, on vient de redécouvrir? Bonne question, hein? Ça serait dangereux. Non, mais il y a eu mais des... votre pensée, là, c'est pas... je sais que c'est une thèse des fois, là. Mais... Pour moi, l'humain a cohabité avec des civilisations très avancées. Maintenant, est-ce qu'elles étaient d'ici ou pas d'ici? Ça, c'est un autre terme. Moi, je crois fermement à l'âge d'or d'une certaine forme d'humanoïde sur cette planète. De toute façon, il n'y a qu'à lire les tables de Thoth quand tu commences à rentrer dans les histoires des Atlantes et ce genre de choses-là. D'ailleurs, il y a énormément d'interactions, par exemple, par rapport à Thoth, par rapport au déluge, l'épopée de Gilgamesh et tout. Quand tu lis le déluge vu dans les tables de Thoth, qui était justement l'enseignant des suiveurs d'Horus, donc de l'école des mystères, des Shemsuor et tout, quand tu lis les tables de Thoth, il ne te parle pas d'une arche, mais il te parle de plusieurs arches et il utilise le mot vaisseau. Donc, à partir du moment où il utilise le mot vaisseau, ça peut être considéré comme un bateau. Mais quand il dit qu'ils sont montés au-dessus des eaux, peut-être qu'on est dans autre chose. Je pense que moi, j'avais un dessin animé, mais c'est le dessin animé qui a tout déclenché chez moi quand j'étais petit, qui s'appelait Les Cités d'Or. Je ne sais pas si tu... Ah oui. Oui, non, mais tu as raison, parce que on voit justement, il y avait une grosse inondation partout sur le monde, et puis moi, je pense que certaines parties de l'humanité a fui dans l'espace pour un certain temps, pour justement que peut-être il y avait quelque chose qui est arrivé sur la Terre, soit invoqué par la technologie ou naturelle, et puis juste quand même, comme vous avez dit, des vaisseaux, ça peut être ça aussi, là, ça peut être un vaisseau spécial. Oui, mais surtout qu'il y a des mots qui reviennent, que ce soit dans le livre d'Enoch et dans les tables de Thoth, c'est pour ça que moi j'ai vite fait les liens, ils disent les cataractes du ciel se sont ouverts. En gros, les cataractes du ciel, ça serait quoi? Ça serait quoi? Des Stargate, des portails qui se sont ouverts dans le ciel. Exact. Et les vaisseaux sont partis. Enoch en parle aussi. Enoch dit qu'on l'a embarqué dans un chariot de feu pour l'emmener dans le ciel. Tu vois ce que je veux dire? Donc, il y a tous ces termes-là, quand tu les fais coexister avec d'autres savoirs et que tu te dis, le mot cataracte du ciel m'a choqué. Puis c'est en suivant... les travaux d'un scientifique, j'ai pas le nom qui me revient là ici, qui parle des hydroplaques. Il parle des hydroplaques, il dit qu'à un moment donné, les plaques tectoniques, elles sont tellement sous compression, parce qu'apparemment, il y a de l'eau sous la Terre, qu'à un moment donné, elles s'ouvrent et c'est tellement puissant, c'est l'équivalent de je sais pas combien de têtes nucléaires d'eau qui sortent, et les fameuses fontaines dans les tables de Thoth ou dans le livre d'Enoch ou même dans le déluge de l'épopée de Gilgamesh, les fameuses fontaines qui seraient sorties du ciel, enfin de la terre, c'est ça. Donc quand tu fais une correspondance entre les textes et que tu retournes dans les textes atlantes, donc qui serait cette grande civilisation qui aurait donné plus tard le peuple de Khem, donc le peuple égyptien, et quand tu fais une corrélation avec ces dieux-là, enfin ces gens qu'on considère comme des dieux parce qu'ils ont non seulement de la technologie, aujourd'hui, avec l'avancée sur les énergies scalaires, par exemple, on retrouve la technologie des bâtons d'Horus, par exemple. On se dit, mais attends, les Égyptiens, ils pensaient à ça? Tu te dis, waouh, ils avaient des connaissances sur les mathématiques, les étoiles, l'astrophysique, tout ce qui va être électromagnétique. Tu te dis, mais aujourd'hui, on ne fait que retrouver ça. Et oui. Je peux additionner quelque chose que vous avez dit. Excuse-moi pour vous interrompre. Si c'est possible après la pause, parce qu'on est en train de défoncer. Hey, ça fait 2 fois que vous me faites ça, là. C'est ma faute, je parle trop. Non, vous parlez très bien. Je suis gentil, hein, Jeff, parce que je t'ai pas mis un son de cricket quand tu parlais. Oh, sac. Bon. J'aurais pu être bitch de même. Tu vois, l'amour, tu vois qu'il faut que je travaille avec ça. Mais c'est correct. Mais là, je vais vous faire plaisir, les auditeurs qui écoutent vraiment par la radio ou par Internet. Vous allez l'entendre parce que je vais vous le mettre un extrait en allant à la pause de la chanson du groupe Unison Feet, Éloquence, le fléau, que j'ai mis tantôt sur mon cellulaire, mais là, je suis allée chercher sur YouTube. Je vais le mettre en allant à la pause. D'ailleurs, c'est celle... Oh yeah! On va laisser un extrait, puis on s'en va à la pause.
C'est lui, là. Ah, les erreurs de jeunesse. Donc, on revient Belle après la époque. pause. Ah! Ouais, et oui. Et on revient après la pause. Vous écoutez la seule radio au Québec qui mise vraiment sur le hip-hop. Optez pour la sécurité et les économies à l'école de conduite Pointe-Lévis. Avec une flotte de véhicules sûrs et bien entretenus, on vous garantit un suivi professionnel jusqu'à l'obtention de votre permis. Et ce, dans les délais de la SAC. Nous avons le meilleur prix du marché, 1280 $ incluant le manuel et les taxes. Nous offrons des horaires de soir et week-end et nos instructeurs sont de vrais passionnés. On a même une machine à slush sur place. Inscrivez-vous rapidement et mentionnez CJMD pour obtenir 50% de rabais sur votre manuel de conduite. L'école de conduite Pointe-Lévis à Saint-Charles-de-Bellechasse et Lévis. En affaires ou pour votre transaction immobilière. Un bon notaire, c'est la différence entre le bonheur et l'embarras. Archer Avocat et Notaire, c'est le notaire qu'il vous faut à Québec. Avec leur bureau situé au 1170 Le Bourgneuf, ils vous accueillent dans un cadre chaleureux et professionnel. Que vous vouliez notarier une transaction immobilière ou un testament, Archer Avocat et Notaire vous conseille et vous accompagne tout aussi chaleureusement au long du processus. Archeravocat.com. Archer Avocat et Notaire, quand notarier rime avec modernité. Archer Avocat et Notaire. La chasse à l'as, c'est le nouveau moitié-moitié dans la région. Qui est boosté aux hormones. Les gros lots peuvent devenir gigantesques. 969fm.ca, onglet Loterie Radio. La chasse à l'as est là. Plancher mur à mur, le nom à retenir pour vos planchers commerciaux ou résidentiels. Depuis 50 ans, nous offrons le meilleur service et les meilleurs produits pour vos planchers de bois franc, céramique, planchers chauffants, planchettes de vinyle, tapis et linoléum. Notre entreprise de 3e génération vous garantit un résultat impeccable pour la rénovation de vos planchers de bureau, restaurants, boutiques, aires communes de condos. On prend en charge le retrait des finis existants, meulage de la surface, préparation et nivellement, fourniture et pose pour livraison clé en main. Plancher mur à mur, à Lévis, les pieds dans le tapis depuis 50 ans. Entrepreneurs, organisateurs, conférenciers, offrez-vous la perle cachée du Vieux-Port pour vos rencontres. Tarif corporatif offert 7 jours semaine. L'Hôtel 71 dispose entre autres de 4 magnifiques salles de conférences avec vue sur le fleuve, tous les équipements à la fine pointe et une ambiance qui fera sentir vos invités comme des privilégiés. Tout pour vos conférences. Hôtel71.ca. Resto Bar Hill, quel endroit, quel festin et toute une ambiance. Chez Barbies Resto Bar Hill. Lundi ou vendredi de 8h à 11h30, il y a 4 choix à 9,50 $. Pain doré, crêpes américaines, sandwich ou œufs avec une viande. Le tout avec nos fameuses patates déjeuner. Seulement à Lévis. Un camion, une remorque ou un VR qui a besoin de réparation? Ne cherchez plus. C'est notre spécialité. À votre service depuis 1978 et membre Troc Pro, le Centre routier Saint-Marc, votre mandataire de la SAC pour véhicules lourds. Centre-routier-Saint-Marc.com, partenaire de confiance pour toutes vos réparations de véhicules lourds. Pour la plus belle haie de cèdre du quartier, Cédrière Bernier est là pour vous. Avec 35 ans d'expertise, des cèdres de première qualité et des prix imbattables, pourquoi chercher ailleurs? Installation sur la Rive-Sud et livraison à seulement 75 $ à Québec et sur la Rive-Sud. Pour une haie de rêve, optez pour Cédrière Bernier. Cédrièrebernier.com. Vente de fin de saison chez Québecsa. C'est l'occasion de te procurer une planche de Wild Tribe. Jusqu'à 300 $ de rabais. Les prix de fin de saison sont là, mais la garantie de 3 étés demeure. Fais le bon choix avec Québecsa. Visite québecsa.com et avec le code CJMD50, tu obtiens 50 $ de rabais. 50 $ de rabais. Québecsa. Pour l'aventure, CJMD. Avertissement. Cette émission a pour but de porter l'auditoire à réflexion. C'est pourquoi la direction de la station souhaite vous rappeler que chaque affirmation mérite réflexion. Il ne faut rien prendre comme vérité simplement parce que c'est dit, car tout ceci demeure des théories ou la perception de chacun. Nous vous recommandons de garder un esprit critique et sceptique sur ce que vous entendez ici comme ailleurs. Bonne écoute, bonne réflexion. Bienvenue dans la zone.
De retour en studio avec notre invité Cyril, l'Arche du savoir. Jeff, tu avais une question avant d'aller à la pause. Oui. On t'a encore coupé. Tu m'as coupé, ouais, Ben c'est oui. ça. J'avais une bonne question. Un peu, oui. Un peu, oui. Un peu, oui. Simonac. Ben, écoute, tu parlais justement que les Égyptiens avaient une certaine connaissance supérieure et tout, mais on a constaté aussi que d'autres civilisations, quasiment dans le même temps que eux, ont eu quasiment... C'est tout interconnecté parce qu'on a vu des cadavres, des momies, qui avaient différentes alimentations dans leur corps qui correspondent juste à certains endroits sur la Terre. Et moi, je pense très forte que le monde était plus avancé qu'on pense. Puis la question que j'ai, parce qu'on parlait d'Atlantis, là. Atlantis. Ouais. Atlantis, que mon anglais non, sort, mais je le redis en français. Ah, comme ça. OK, excusez. Mais je suis comme ça, hein, excusez. J'aime ça mettre un peu d'humour dans tout, là. Mais pensez-vous que Atlantis était pas une ville, mais une référence d'une époque, d'une civilisation? Complètement. C'est comme on dit l'Occident aujourd'hui, c'est comme on dit, tu vois, ces affaires-là. C'est pas pour rien que dans l'OTAN, tu vois, c'est vraiment l'Atlantique Nord et puis toutes ces choses-là. C'est ça. Moi, j'irais même plus loin à travers mes recherches, et ça reste encore mes recherches, j'impose rien. C'est vraiment en étudiant les civilisations et c'est surtout en étudiant la symbologie. Il y a quelque chose qui m'a frappé et ça va rejoindre ce que tu dis. C'est qu'il y a des symboles qui reviennent, peu importe l'endroit du monde où on se trouve, que ce soit chez les Maoris du Pacifique, que ce soit chez les Hindous, que ce soit même chez les druides en Europe, on retrouve ces symboles d'évolution et d'involution, ce qu'on appelle le triskel, on retrouve ces symboles rattachés. Je pense qu'on avait une civilisation qui vivait en ce qu'on appelle en thalassocratie. Ce qu'on appelle la thalassocratie, c'est des civilisations qui sont basées autour de l'eau. Et c'est ce qu'on appellerait l'Atlantide en termes de... Voilà. Mais ce qui m'a choqué, c'est que je me suis dit, ces gens-là, si on en suit encore l'histoire traditionnelle, n'avaient aucun moyen de communiquer ensemble, à moins qu'ils aient des moyens de locomotion que nous, on ne connaît pas aujourd'hui. Mais il y a quelque chose qui est sorti de très évident, c'est que justement, en étudiant ce qu'on appelle les Chemsuor, en fait, c'était quoi les Chemsuor? C'était une caste de la société qui, eux, n'étaient pas comme le peuple. Ils étaient au-dessus du peuple, on va dire. C'était des maîtres, en fait, en spiritualité, en sciences, même en arts militaires. Tu vois, ils avaient un niveau au-dessus qui, justement, et c'est eux qui bénéficiaient du savoir, de la création, de la genèse, de la technologie. C'est eux-mêmes qui aidaient on va dire, les humains non initiés à développer des choses. Dans la Bible, on va nous parler du Melchisédek. Il y a quelque chose qui m'a frappé avec Melchisédek, c'est que il y a un terme, il dit, Melchisédek n'est ni né, on ne l'a pas vu naître et on ne l'a pas vu mourir. Et quand tu lis les tablettes de Thoth, parce que Thoth, il a quand même le dieu Thoth, on l'appelle aussi l'Hermès Trimégiste, il a plusieurs noms, hein, suivant les civilisations qui en parlent. Thoth, il est toujours annoncé comme celui qui n'est pas né, qui va et qui vient sans naître et mourir. Et du coup, moi, j'ai fait la connexion tout de suite. J'ai dit, mais est-ce que le Melchisédek qui a parlé à Abraham, en fait, c'était pas Thoth? Et en fait, cette caste supérieure, justement, utilisait le même langage, ils utilisaient les mêmes symboles et ils avaient le même savoir. Et effectivement, ce n'est pas un phénomène qui était juste attribué à l'Égypte, c'était un phénomène global, c'était mondial. Et donc, soit ils avaient des moyens de locomotion pour se rejoindre et se parler. Il y a un truc qui est quand même très choquant. C'est, par exemple, quand tu vas du côté du Mexique, chez les Mayas, les Aztèques et tout. Quand tu vas dans le temple de Teotihuacan, et ça, c'est Sir Tompkins et Buckminster Fuller, ils ont travaillé sur les hiéroglyphes de là-bas. Et ce qui t'explique, en fait, c'est que le monde serait créé à partir de tétraèdres. Tu dis, waouh, ok. Et que ces tétraèdres forment des sphères. Et que quand tu fais, et c'est vrai que quand tu fais une recherche des éléments périodiques, par exemple, l'élément le plus répandu dans l'univers, c'est le carbone, et c'est un tétraèdre. Tu vois? Donc, le truc, c'est que ces tétraèdres créent des sphères, et quand tu regardes le tétraèdre inscrit dans la sphère,
il dessine une latitude de 19,47 degrés. Donc, si tu prends un tétraèdre et que tu le rentres dans un planisphère, tu le rentres dans un globe terrestre, à 19,47 degrés, tu as exactement le temple de Teotihuacan. donc en non, fait, mais c'est fascinant hein, que ça. donc, en fait, tu te dis, ces gens-là, non seulement ils savaient qu'ils étaient sur une sphère, n'en déplaise aux platistes, mais en plus, ils savaient exactement où ils étaient. Et donc, il n'y a pas 50 millions de savoir comment ils étaient là. Quand tu regardes les lignes de Nazca, tu te dis, mais ça, c'est des trucs qui ont été dessinés au sol pour quelque chose qui venait du ciel. Et donc, tu commences à faire des jonctions, des connexions, justement. Oui, peut-être il y a eu, et dans les cités d'or, ils n'hésitent pas à en parler. Esteban est un Atlante, Zia est une Atlante, Tao vient du peuple de Mu, et le peuple de Mu, apparemment, c'était eux qui avaient justement les plans pour faire le condor qui vole, hein, le bateau qui va à toute vitesse, qu'ils avaient cette technologie qui était basée sur le soleil et l'oricalque, et tu te dis, mais à un certain niveau, est-ce que ça n'a pas déjà existé? Quand tu vois certaines scriptures du côté de tout ce qui est précolombien, tu as des trucs qui ressemblent à des hélicoptères, tu as des trucs qui ressemblent à des vaisseaux avec des personnes à l'intérieur. Quand tu regardes les Sumériens sur le drapeau acadien, il y a une espèce de soucoupe volante avec 3 personnes à l'intérieur qui sont au-dessus. Les Assyriens, ils ont un drapeau bleu, blanc, rouge avec des lignes et chaque ligne représente un fleuve, tu vois, l'Euphrate et tout ça, l'endroit d'où ils viennent. Mais par contre, au-dessus de ça, il y a une espèce de personnage. Et encore dans les tables sumériennes, tu vois les 10 planètes ou les 9 planètes du système solaire. Tu dis, mais c'est incroyable le savoir qu'ils avaient sans les outils, parce que nous, on nous fait croire que ces gens-là, ils ont construit les pyramides avec un burin et un marteau et qu'ils sont arrivés à faire des statues de Luxor qui sont parfaitement symétriques avec une espèce c'est tellement lisse. Tu me dis pas qu'ils ont fait ça avec un burin et un marteau. Ben non, excuse. Selon les scientifiques, c'est à cause des vents dominants. C'est ça qui a créé. Oh boy! Ben, c'est ça pareil qu'ils disent. Ben, il faut penser sur conscience. Tout va bien aller, hein? Ben, ouais. Un peu, ouais. Ouais, c'est ça. Mais là, mon Dieu, il reste déjà seulement 10 minutes à l'émission. Moi, je vais avoir ton opinion sur ce qui peut être considéré comme les intraterrestres ou les êtres aperçus. Lagarta? Ben oui. Ben, écoute. C'est quoi ton opinion là-dessus? Ben, je pense honnêtement, déjà si on part, moi je raisonne en fait. Hein, c'est pour ça que je donne rarement mon avis, mon opinion. Soit je sais, soit je sais pas. Et quand je sais pas, j'essaye de raisonner. Si on est sur une civilisation qui est à caractère reptilien, c'est quoi leur intérêt? D'être sous la terre ou d'être en haut? Nous surveiller peut-être? Je ne sais pas, mais moi si je pars du principe que oui, à un moment donné, j'ai le sang froid, je supporte pas trop le soleil, même si les serpents, ils aiment bien se faire dorer au soleil ou ce genre de choses-là, j'aurais quel intérêt à être à la surface? Ben, tu sais, genre, envoyez les petits, là, envoyez ça dehors, là. Nous autres, on va les watcher. Non, mais c'est si les créateurs, nos dieux, les dieux sont nos créateurs, ben, est-ce qu'ils ont envoyé des gens sur des êtres en dessous pour nous checker? Mais quand on regarde, tu sais, la Terre, enfin, nous, on nous a appris à l'école, on voit la Terre qui tourne autour du Soleil, les planètes du système solaire, mais en fait, le vrai modèle, c'est pas ça. Le vrai modèle, c'est que tu as tout le système solaire là qui est en train de défiler à travers la galaxie à 630 km/s. C'est-à-dire que presque, c'est comme si la Terre était un vaisseau, le Soleil aussi, et que nous, on était dans le sillage du Soleil, et c'est des spirales qui tournent à une vitesse incroyable, et en fait, on n'est pas figé dans l'espace. On est en train d'avancer à 630 km/s, là, au moment où je te parle. Donc, effectivement, si la Terre était un vaisseau, peut-être qu'il y a des gens à l'intérieur du vaisseau et déjà à l'extérieur. On nous parle souvent du Soleil intérieur. Justement, les hydroplaques dont je vous parlais tout à l'heure seraient le résultat d'un océan intérieur aussi. Question pour toi, Cyril. Oui. Si l'univers est en mouvement à cette vitesse vertigineuse-là, comment ça fait-il que ça fait tellement longtemps qu'on a toujours les mêmes crises d'étoiles dans notre ciel, puis ça n'a jamais changé? Parce qu'en fait, ce qui se passe à ce niveau-là, c'est qu'il y a tout qui bouge en même temps. C'est comme si la galaxie était un disque et que c'est le disque qui tourne à cette vitesse. Donc, tout bouge en même temps. Donc, on a forcément
tout le temps les mêmes étoiles devant les yeux. C'est comme le sens giratoire de la Lune, elle nous montre toujours sa face. Elle ne nous montre jamais ses fesses. Pourquoi? Parce que c'est pas qu'elle tourne pas, c'est qu'elle tourne à un rythme qui fait que nous, on voit toujours une face. Le truc, c'est souvent, les platistes, ils me disent ça des fois, mais attends, si on est vraiment sur un globe, si un hélicoptère, il monte au-dessus de la Terre, pourquoi au bout d'un moment, s'il reste en géostation au-dessus de la Terre en dessous ne bouge pas? Mais c'est parce que tu as toute la couche atmosphérique qui bouge avec. Il n'y a pas juste la Terre qui tourne. Tu vois? Donc, quand tu es dans la couche atmosphérique, ben, tu tournes avec aussi. Donc, en fait, c'est ça. C'est que ce qui est incroyable, c'est que là, au moment, là, si tu bouges ton bras, il va à 2 km/h. Mais en réalité, ton bras, il va à la vitesse de la lumière. À chaque distance de Planck, ton bras se dématérialise, il se rematérialise. Et pour ça, il est obligé d'aller à la vitesse de la lumière. Mais qui dit que les êtres dans la Carter, en fait, n'ont pas déjà été au-dessus? Et Chantal qui dit des astres terrestres les ont forcés à s'abriter sous terre et ils ont évolué dans ce cadre. C'est ce que dit l'histoire. Ça ne serait pas ça. Exactement. Et qui dit que les étoiles sont vraiment des étoiles? Parce que je me la pose sérieusement, la question aussi, qui dit que ce ne sont pas des vaisseaux dont le soleil reflète dessus, comme on voit les satellites qui passent à tour de bras par des centaines et des centaines, des milliers. Parce qu'il y en a en tabarouette de la merde qui nous passe au-dessus de la tête, là. Parce que la question que tu rapportes, Cyril, comment ça se fait que sur Terre, on ne saute pas puis que le sol n'a pas bougé en dessous, je remettrais cette même question-là plutôt au niveau de la Lune. Nos fameux astronautes sont allés sur la Lune. Théoriquement, la Lune est dans un vide quasi total. Puis la Lune est en mouvement, elle aussi. C'est la raison pourquoi, théoriquement, elle nous présente toujours la même face. Comment se fait-il qu'eux, dans un vide quasiment sidéral, le sol qui représente la Lune n'a pas bougé sous leurs pieds quand ils ont sauté, puis ils n'ont pas atterri 15 pieds plus loin en faisant juste un petit bond? Pourtant, j'ai des photos, moi, de la Lune. C'est pas toujours la même face qu'on a. mais le truc qui fait avec la Lune, c'est pas la question. C'est un satellite artificiel, c'est pas quelque chose de vraiment naturel. Quand tu lis justement les histoires sur Marduk, il y a plein de choses qui nous expliquent que le cœur de la Terre était tellement instable qu'ils ont dû mettre quelque chose pour l'influencer électromagnétiquement. Et d'ailleurs, on le voit quand c'est la pleine lune, les marées montent, les êtres humains pètent des coches. Donc oui, un peu oui. Voilà, donc effectivement, il y a un phénomène avec la Lune qui, moi, me fait dire encore une fois que si la Terre est un vaisseau, la Lune aussi. Maintenant, la théorie qui dit qu'il y a une planète qui nous a effleurés, ça nous a enlevé un bout de la Terre qui aurait créé la Lune. Honnêtement, si pour nous, ça ressemble à un phénomène naturel, ça peut très bien être quelque chose qui a été commandé. Moi, j'ai un rapport avec la Lune qui est très spécifique. Moi, j'ai étudié la numérologie. J'ai étudié la résonance numérique. En fait, ce que moi, j'appelle la résonance numérique. C'est-à-dire qu'il y a une espèce de corrélation entre la valeur symbolique des nombres, le placement qu'ils ont, enfin, le système de numération qu'on a, notre calendrier. Par exemple, les jours de la journée représentent les positions de la Lune sur un mois, c'est-à-dire sur 28 jours. La position du Soleil dans le calendrier, c'est la position du Soleil dans les 12 maisons du zodiaque. Et l'année terrestre, finalement, c'est la révolution de la Terre par rapport à l'an zéro, qui en fait n'est pas l'an zéro, qui est le début d'un cycle solaire. Donc en fait, quand tu regardes, la Terre, elle t'a donné quoi? La Terre, elle t'a donné ton corps physique. Le Soleil t'a donné ton corps atomique, c'est-à-dire qu'on est relié entre nous chimiquement parce que la Terre nous a donné, on est relié atomiquement parce que le Soleil nous a donné, c'est-à-dire l'ADN, et on est relié biologiquement, c'est-à-dire mentalement, parce que la Lune nous a donné. C'est pour ça qu'on dit t'es mal luné ou t'es lunatique. C'est parce que la Lune contrôle l'esprit à un certain niveau. C'est pour ça les filles, quand elles ont leur menstruation, on dit elles ont les lunes. C'est parce qu'elles sont chiantes à ce moment-là. Donc, à partir de là, désolé, à partir de là, tu vois bien que dans l'alignement, au moment de ta naissance, par exemple, Lune, Terre, Soleil, tu as ton alignement corps, âme, esprit. Donc, il y a une résonance avec ça. Et moi, je crois précisément que la Lune, elle représente aussi un peu notre ego. C'est-à-dire, quand tu la regardes, la Lune, qu'est-ce qu'elle fait? Elle prend l'information du Soleil et elle la détourne vers nous. De la même manière que ton ego détourne ton information génétique.
C'est-à-dire qu'elle la détourne dans d'autres affaires. Et puis, quand tu regardes la Lune, elle a une spécification, c'est que quand tu la regardes, tu vois tous les traumas qu'elle a eus, c'est-à-dire tous les cratères qu'elle a pris, c'est tous les coups qu'elle a pris dans la figure, ça représente nos traumas. Donc, par résonance, moi, j'ai l'impression que la Lune, elle représente aussi un petit peu notre mental, notre ego. Et c'est pour ça que quand elle est pleine... la planète aussi. Voilà. Et la planète, oui, la planète, c'est notre maman, c'est elle qui nous a créés chimiquement. Tu vois, c'est pour ça qu'on est reliés. Les astrophysiciens te disent, on est reliés. Et Hubert Reeves le dit très bien, on est de la poussière d'étoiles. Mais ils nous disent aussi, on est reliés à la planète chimiquement, on est reliés à l'univers atomiquement et on est reliés entre nous biologiquement. Tu vois? Et donc, ces trois, on est encore sur un triptyque, ces trois triptyques qui conditionnent aussi la manière dont on évolue et la manière dont on fonctionne. Et c'est vrai que quand on regarde un peu, que ce soit à travers les cycles d'incarnation, on va utiliser la date de naissance. Pourquoi le pape Grégoire, à un moment donné, il décide de changer le calendrier à 10 mois, de le transformer en calendrier à 12 mois? Parce qu'il y avait une dérive séculaire mathématique qui l'empêchait de voir l'équinoxe et de voir les solstices et du coup de trouver la date de la Pâque. Il y a quelque chose qu'on doit lire, et c'est pour ça que j'aime bien ce que dit Carole, c'est qu'à un moment donné, ce qui est au-dessus de notre tête, est-ce que ce n'est pas les projecteurs de ce qu'on est, quelque part? Quand on dit on est de la poussière d'étoiles, est-ce que finalement, on n'est pas des acteurs de cinéma qui regardons le projecteur quand on regarde le soleil? L'émission s'achève ici déjà. Il va falloir que tu reviennes. De toute façon, c'est prévu. Déjà, je te l'ai dit. Tu vas revenir probablement en novembre. Je ne sais pas quelle date, mais c'était censé être octobre, mais c'est peut-être remis à novembre. Mais bref, c'est fort intéressant. Mais là, on va parler encore plus. On va parler de tout. Je sais que tu travailles beaucoup avec l'IA. Et ça aussi, c'est un sujet que je veux qu'on discute de ça. Puis, selon, je vais te dire juste une phrase pour terminer. Allez, l'OM. Ça, c'est les amoureux du soccer. Ah, donc, je te souhaite une belle fin de journée. Merci d'avoir été là, Cyril. C'était franchement intéressant. Oui. Puis je pense que beaucoup d'auditeurs ont apprécié. Puis, cassez-vous pas la tête, ceux qui ont seulement manqué des bouts. Ben, on a le podcast qui va suivre dans quelques instants. Mais en fait, je vais les repartager en fin de journée parce qu'on a l'émission de la Zone Insolite tout de suite après, qui est un peu dans le même concept. Oh non, même pas près. Non, ça, on appelle ça un leap year, carrément dans un autre spectrum. Mais, non. Laisse-moi finir. Mais ça, là... J'ai fermé son micro. Je suis pas capable de parler. Hey, c'est mon émission. La tienne est tantôt. Tu vois, encore? Non, mais tu vois, ce que je veux dire, c'est que, en fait, Zone Insolite, c'est une copie. Non, je vais faire attention à ce que je dis. C'est une production de Zone Parallèle. Je vais écouter, Jeff. T'inquiète pas, je vais écouter. Thanks, bro. Mais c'est fort, ça va être fort intéressant, mais c'est un peu ça. C'est que c'est une continuité à Zone Parallèle que Steve et moi avons produit et qu'on produit à chaque semaine, mais c'est différents animateurs qui est là. Et aujourd'hui, c'est Jeff Benoît qui veut t'inviter à son émission aussi, à ses podcasts à un moment donné. Oh que oui. C'est ça. J'ai une chance que je fine, je le dis. On va parler de l'outre-tombe, là. On va rigoler. Ah, ça va être fort intéressant. À moins que tu veuilles, je sais pas. Mais en tout cas. Mais il veut, il n'y a pas de souci. Ça m'a fait plaisir. Et vraiment, je suis vraiment content de vous avoir rencontré. Ça fait du bien, en plus, de pouvoir parler avec des gens où tu as l'impression qu'ils comprennent ce que tu dis, là. Puis on est pas mal sur la même longueur d'onde et tout. Voilà, quoi. Et puis, pour ceux qui voudraient aller un peu plus loin, parce que c'est vrai que là, dans le format radio, j'ai fait une émission qui s'appelle Il était une fois le monde, d'accord, où justement, je reprends en détail ces concepts-là. C'est sur la chaîne Âme Dessine. Et justement, là, je peux développer un peu plus, mais c'était vraiment intéressant. Le format radio, je n'avais jamais fait pour parler de ces choses-là. Je l'avais fait une fois, mais il y a très longtemps. Et j'ai beaucoup apprécié de discuter avec vous. Voilà, vous êtes dans mes favoris maintenant. Ah, c'est gentil. Hey, on va avoir un cadeau de Noël? Mais en fait, je vais juste. J'enverrai mon comics. Je vais ajouter aussi que sur notre site web, Zone Parallèle, on va mettre les liens de tout. Ta page web et ta page YouTube, en fait, tout va y être. Fait que ceux qui ont des questions, il est là, tout va être là.
Puis merci encore. Puis on se revoit au mois de novembre pour une autre aussi belle émission. Avec plaisir. Puis restez là, tout le monde, pour l'émission de Jeff Benoît à Zone Insolite dans quelques instants. Je vous souhaite une belle semaine et on se revoit la semaine prochaine pour une autre émission. Merci, Steve, d'avoir été là. Merci à vous tous et merci aux auditeurs aussi. Exactement. Merci de rappeler que les auditeurs, grâce à eux, c'est grâce à eux si on est là. Plus ça va, plus il y en a. Donc, effectivement. Merci beaucoup d'être là et d'être à l'écoute. Donc, podcast va suivre aussi en fin de journée. Je vais tout mettre ça sur le... En fait, je vais tout mettre sur le site de Zone Parallèle pour le télécharger par là ou l'écouter directement sur le site. Donc, merci beaucoup. Merci encore une fois, Cyril. Gros bisous et bye. Bonne semaine à tout le monde. Bye. Bye-bye. Bye. Ôtez-vous de là. Ôtez-vous de là. Swag shit.